Avant, je devais peut-être gagner 70 €, 100 € par mois. On a dû monter à 300, le mois suivant 500, le mois d'après 1200, etc. Je faisais 30 000 € par mois, quoi. À la fin du DUT, j'ai fait un petit Google Sheet. Voilà combien est-ce que je gagnerais dans ma carrière d'ingénieur, tu vois, avec la courbe. Et je me dis, ok, mon but, c'est le plus vite possible de dépasser ce que j'aurais gagné sur toute une carrière d'ingénieur. Comme ça, je serais bien. Quelle est la plus grande illusion sur le métier de créateur de contenu? Sur YouTube, beaucoup de taf. C'est toujours ma faute si ça se passe pas bien. Est-ce qu'il y a des phases de ta vie où tu t'es senti complètement cramé? J'ai fait un burn-out en 2019. Vraiment, pendant une semaine, je pouvais pas sortir du lit et tout, j'arrivais à rien faire. Parlons un peu de tes autres business. Tu as Block Media, Sandblock Creator Lab, tu fais de l'immobilier aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'articulent ces différents business et à quel revenu ils correspondent? Bah écoute Fuse, bienvenue sur Métier de Rêve. Et bah merci pour l'invite. T'es pas un grand habitué des podcasts, tu me disais. Non, je fais pas, j'en fais on va dire peut-être un ou deux par an max, quoi. Ok. Donc, Alors bon, j'espère que ça va bien se passer. Et Bah, merci j'espère d'avoir aussi. répondu présent à l'invitation en tout cas. Alors Fuse, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose, c'est que peut-être une partie du grand public ne sait pas. À la base, ton succès, il vient d'un jeu vidéo qui s'appelle Minecraft. Yep. Alors, dans cet univers, t'étais pas juste joueur, t'étais un créateur d'univers. T'as construit ton propre serveur, Ouais. Palladium, qui est devenu une référence à part entière dans le secteur. Et donc, c'est une véritable mini-entreprise hein, avec un Ah ouais, business non, model, clairement, tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer avec des mots simples un peu ce que c'est Minecraft, voilà, et ce que ça représente de monter un serveur là-dedans, et comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent en créant un serveur, quoi? Ouais, clairement. Alors gagner de l'argent, je sais pas, parce que pour l'instant, les dernières années ont été rudes. Mais en tout cas, oui, il y a du chiffre d'affaires. Après, le profit derrière, pas forcément. Ok. Mais non, en gros, Minecraft, bon, déjà, petite mise en contexte. Minecraft, c'est le jeu le plus vendu au monde. C'est un jeu dans lequel c'est un monde généré procéduralement. C'est-à-dire, personne n'a le même monde. C'est généré de façon aléatoire, entre guillemets, mais c'est pas exactement ça. Et tu peux construire ce que tu veux. Tu as des blocs, tu peux faire des maisons, etc. Bon, je pense que tout le monde connaît Minecraft, en fait, en C'est réalité. combien de joueurs dans le monde Alors, le nombre de ventes, je crois qu'il y a quelque chose comme 300 millions de ventes. Après, en joueur actif, ils communiquent pas trop dessus, mais ça doit être dans les 100 millions par mois de joueurs actifs, Ok. si je devais guess. Et ouais, du coup, en gros, sur ce jeu qui est relativement ouvert comparé à d'autres jeux comme même Fortnite ou d'autres gros jeux, c'est qu'en fait, la société derrière, qui a été rachetée par Microsoft, elle est très permissive dans le sens où tu peux assez facilement modifier le jeu, tu peux assez facilement créer des choses par-dessus le jeu, tu peux assez facilement ouvrir des serveurs et les monétiser. Et c'est un truc qui a en fait aussi beaucoup participé au fait que le jeu ait aussi bien marché, c'est parce que la communauté fait beaucoup pour faire vivre le jeu. Et du coup, moi, ce que j'ai fait en 2000, c'était quoi? C'était en 2015, donc ça fait plus de 10 ans. C'est que je voulais du coup créer un petit serveur pour ma communauté, pour pouvoir jouer et faire des vidéos dessus. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il y a des projets que tu peux installer sur ton ordinateur qui te permettent ensuite aux gens de se connecter avec toi. Et à partir de là, de fil en aiguille, j'ai un petit peu modifié le serveur, j'ai rajouté des fonctionnalités, j'ai fait des choses. Et en fait, sans m'en rendre compte, sur les 2 premières années, en fait, ça s'est structuré un peu comme... j'ai pas envie de dire comme une entreprise parce que c'était encore très amateur, mais voilà, il y avait un développeur qui m'aidait, il y avait une équipe de modération pour aider à modérer, etc. Et pour financer tout ça, ne serait-ce que l'hébergement qu'il faut payer des serveurs, on avait mis en place la possibilité d'acheter des grades. En gros, c'est un petit peu des microtransactions où les gens payent peut-être, on va dire, 10 balles et ils ont des petites fonctionnalités en plus, des petits bonus, des petits trucs. Et C'est toi qui as inventé un peu ce business model dans le... J'ai rien inventé en fait, dans le sens où il y a énormément de serveurs, qui font ça. Et même il y a toute une partie de YouTube aujourd'hui, surtout par exemple aux US, c'est des gens qui ont commencé sur Minecraft, qui ont commencé entre guillemets le business grâce à Minecraft. Il y a plein de gens par exemple, je pense à Asher qui fait pas mal de trucs autour de la crypto, qui lui aussi a commencé sur Minecraft en faisant son petit serveur, en le monétisant. Et on va dire c'est un truc qui est pas si compliqué à faire que ça. En plus, quand on est un peu débrouillard, il y a même pas besoin forcément de savoir développer des trucs ou quoi, mais c'est juste un truc à installer, des petits plugins. Bref, ça va faire le marketing. Et moi, ma démarche, c'était pas vraiment de faire un business ou un truc. Moi, vraiment, j'avais plus l'angle vidéo. En fait, je voulais faire un bon support pour faire des vidéos. Et par la force des choses, c'est devenu un truc qui pouvait être monétisé. Même si pendant en fait de nombreuses années, c'était presque un gros mot pour moi de monétiser ça parce que
Le but, c'était surtout de faire vivre le serveur, faire un truc cool. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en rajoutant des gens, des développeurs, des trucs, il fallait vraiment step up la monétisation parce que les coûts commençaient à s'accumuler. En plus, j'étais pas un très bon gestionnaire, donc ça a été un petit peu compliqué, là, surtout sur les 2 dernières années, mais là, on en ressort. Donc voilà. Ok. Et pour bien comprendre, les revenus ils viennent d'où? Donc tu dis c'est les gens peuvent payer pour avoir des fonctionnalités en plus, quoi. C'est principalement ça, ou des skins, uniquement de l'achat. C'est un peu le business model du free-to-play qu'on peut trouver un peu partout. D'accord. Après les grades, il y a eu des loot box, ensuite il y a eu des skins, etc. Donc c'est de la monétisation, on va dire, standard pour du jeu PC, quoi. Alors, je reviens au tout début. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel milieu social tu as grandi? Moi, je dirais, j'ai grandi, on va dire, milieu social, classe moyenne aisée, quoi. Donc, j'ai pas eu spécialement de problème. J'ai assez vite eu un ordinateur pour bidouiller, etc. Alors, justement, sur la création, je crois qu'à 11 ans, ça, tu créais déjà des sites internet? C'est ça, ouais, c'est ça. En gros, moi j'aimais vraiment bien. J'ai vite été attiré par tout ce qui était développement informatique, le site du zéro, tout ça. J'ai suivi les petits cours. J'avais fait mon propre site qui s'appelait Tout sur tout, parce que en fait, je voulais juste faire un site, mais je savais pas de quoi parler, donc je me suis dit, je vais parler de tout. Donc j'ai développé le petit site et tout. J'avais commencé à mettre des petites bannières AdSense. C'est comme ça que j'ai un peu découvert qu'on pouvait gagner de l'argent sur Internet. Et ça n'a jamais vraiment trop marché. Je crois que AdSense, il fallait passer la barre des 70 € pour être payé, pour qu'il te fasse le chèque. Qu'est-ce qui doit passer la barre des 70 €? Les revenus publicitaires générés par ton site, par les bannières sur ton site. Il fallait que ça dépasse. Je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs avec YouTube. Mais voilà, et je crois que j'ai mis 1 an et demi avant de passer la barre des 70 €. Mais le jour où j'ai reçu mes premiers 70 € d'Internet, c'était quand même quelque chose, quoi. Et après, j'ai un petit peu continué. En troisième, j'avais réussi à vendre des sites sur WordPress. Je sais pas si tu vois ce que c'est. En gros, WordPress, c'est un espèce de truc open source qui te permet de créer des sites internet. Je crois qu'il y a une bonne partie des sites d'internet qui c'est du WordPress en fait derrière. Et à l'époque, en plus, les gens ils connaissaient pas trop. Et donc en fait, sur les forums, il y avait des gens qui avaient besoin de sites. Et du coup, par PayPal, j'arrivais à me faire payer des trucs pour installer des WordPress l'après-midi. Donc ça m'a un peu forgé ce truc de faire des choses et d'un peu découvrir que c'est possible d'être payé via Internet. Et en plus, moi, ça me rassurait un peu parce que je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu ce truc de... J'avais peur de pas m'en sortir dans la vie, tu vois, je sais pas, j'avais l'impression que la vie, c'était dur, ouais, c'était dur de gagner de l'argent, d'avoir un métier et tout. Du coup, je me disais, bon, si ça va, si en troisième, j'arrive un peu à gagner des sous à côté sur droite à gauche, ça veut dire que peut-être j'ai des capacités, peut-être je vais réussir. Enfin, ça me rassurait aussi un petit peu derrière là-dessus. Ce qui d'ailleurs, rétrospectivement, est un peu... c'est pas trop sensé, parce que généralement, quand t'es jeune, c'est pas les trucs auxquels tu penses. Mais moi, je sais que j'étais un peu en angoissé de la vie. Donc, c'était déjà aussi une volonté peut-être de créer un business et de se dire, je vais réussir à me débrouiller, quoi. Ma création va me permettre aussi de générer des revenus. C'était pas tant business, le but, c'était pas faire des milliers et des cents, mais c'était juste de se rassurer sur le fait que je suis capable. Plus ça, l'idée. Tu te projetais comment à ce moment-là? Tu te voyais déjà vivre une vie un peu hors norme, enfin je veux dire en dehors des sentiers battus, quoi, ou... Pour le coup, vraiment, je pense que c'est même tout le contraire, parce que moi j'ai toujours été un élève un peu effacé, tu vois, milieu de la classe, pas mauvais mais pas bon, et pas de vagues. Et ce truc-là d'être un peu, pas invisible, mais tu vois, j'étais très timide. Je parlais pas à grand monde, etc. J'avais mes potes et puis ça allait pas au-delà. Et en fait, ce truc-là faisait que j'avais vraiment l'impression que justement, au contraire, j'allais avoir la vie par défaut. Tu vois, de bon, vas-y, ok, je vais faire mes études, puis je vais trouver un job et puis je vais faire le truc. Et le truc qui m'a un peu sorti de ça, c'est YouTube en fait. C'est que YouTube a commencé à fonctionner au lycée. Et YouTube, pour le coup, dès que j'ai appris que c'était possible d'en vivre, c'est un truc qui m'a vraiment happé. Je me souviens que c'était la vidéo de Hypierre qui disait qu'il avait quitté son job pour passer à YouTube à plein temps. Et à partir de là, je me suis dit, putain, c'est possible de vivre de YouTube. En vrai, et je sais pas ce qui s'est passé dans mon tête, c'était mon rêve. Et je pense que j'ai jamais atteint un drive aussi puissant de me dire, en vrai, c'est pas grave si ça me prend 10 ans, mais je veux vivre de YouTube ou or die trying. Je sais pas si tu vois
l'expression, mais en gros, c'était vraiment. Donc, tu as eu un déclic tunnel. à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, le c'était déclic quand qui m'a sorti on va dire, de la vie par défaut. Et ça, c'était, je pense que ça devait être. C'était peut-être en seconde, donc c'était en 2000. J'ai même plus les dates, ça devait être en 2013, peut-être. Voilà. D'accord, 2013, toi, t'es né quoi, en 2000, tu dis 98. 98, ok, Ouais. d'accord. Donc, tu es en seconde, tu vois cette vidéo et comment est-ce que toi, l'aventure, elle commence à décoller? Comment est-ce que tu commences à gagner véritablement des revenus avec YouTube? Ouais, bah en gros, moi j'ai commencé cette chaîne, la chaîne que j'ai commencé ça en 2012, donc quand j'étais en troisième, parce que j'aimais bien faire des vidéos, en vrai, j'aimais bien le montage, j'aimais bien le truc. Je faisais mes petites vidéos régulièrement, voilà. Et donc en 2000, un an et demi après, voilà, j'apprends que c'est possible vraiment d'en vivre à plein temps. Donc je commence à faire ça un petit peu plus sérieusement. Et on va dire le déclic, je me souviens encore de la date parce que c'était quand même assez marquant pour moi. C'est que en fait, même j'étais un peu sur le point d'arrêter, tu vois, de me dire putain, ça marche pas, ça fait 2 ans et demi. En 2 ans et demi, je dois avoir 10 000 abonnés, ce qui rétrospectivement à l'époque était pas si dégueu parce que le système de recommandation de YouTube n'était pas comme aujourd'hui où il pouvait faire péter une vidéo assez facilement. C'était beaucoup plus dans le grind, dans le petit à petit. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était en janvier 2015. Ma chaîne a dû rentrer dans l'algorithme ou j'en sais rien. Mais du jour au lendemain, la courbe, il y a eu un point d'inflexion. Et entre janvier 2015 et septembre 2015, je suis passé de 10 à 100 000 abonnés. C'est là où j'ai commencé vraiment à faire, pouvoir en vivre en fait. Parce que janvier 2015, ça a commencé à marcher. Avant, je devais peut-être gagner 70 euros, 100 euros par mois. Janvier 2015, on a dû monter à 300. Le mois suivant, 500. Le mois d'après, 1002, etc. Et je pense qu'en septembre, je devais faire peut-être 3000 euros par mois sur YouTube. Donc vraiment, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte, ok, c'est mon opportunité, c'est le train, il faut rentrer dedans. Et à partir de là, c'est là où j'ai commencé aussi à faire le daily upload, sortir une vidéo par jour, parce que j'avais vraiment pas envie de rater l'opportunité. Et ouais, j'ai un peu tryhard à partir de là, quoi. Et donc, tu vas faire un DUT informatique, c'est ça, en parallèle? Ouais, on va dire pour faire plaisir à mes parents, parce que la vérité, c'est que moi, si je m'étais écouté moi-même, je pense que j'aurais été après le bac. Mais bon, on va dire, c'est vrai que d'un autre côté, YouTube, à cette époque-là, c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Ça a commencé à marcher depuis 1 an. C'est vrai que c'était un petit peu risqué. Et aussi, ça m'a aussi donné une espèce de rigueur, parce que je pense que peut-être si j'avais arrêté après le bac, peut-être que je me serais un petit peu reposé sur mes lauriers. Parce que ce qui m'a fait tenir et ce qui m'a un petit peu consolidé ma position, c'est que le fait que moi, mon rêve, c'était de vivre de YouTube, c'est-à-dire de me lever le matin, de me dire putain, je vais faire des vidéos, je vais pouvoir jouer à Minecraft, c'est con, hein, mais tu vois, de jouer à Minecraft à temps plein, c'était un kiff. Et vu que j'avais les études à côté, je me disais mais merde, putain, là j'ai 2 ans à tenir pour après pouvoir vivre cette vie. Donc il faut pas que entre le début du DUT et la fin du DUT, il faut pas que la chaîne meure. Donc c'est là où vraiment j'ai tout donné. Et c'est là où en fait je pense que si j'avais arrêté le bac, peut-être que je me serais rendu compte que la vie de youtubeur en fait c'est cool, mais comme tout, tu t'habitues à tout. Et peut-être que je m'en serais lassé, peut-être que voilà, je serais passé à autre chose. Et peut-être que du coup, j'aurais pas autant fonctionné si j'avais pas eu les études à côté en fait. Alors, tu dis dans une vidéo qu'à un moment, tu vas faire un Google Sheet pour comparer Ouais. le salaire que tu aurais eu dans ta carrière d'ingénieur versus le salaire en tant que créateur de contenu Ouais. sur YouTube. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as observé et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Ouais, c'était un peu un truc aussi, toujours un peu d'angoisse de me dire putain, est-ce que je fais quand même le bon choix et tout, parce que ça c'est mon rêve, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de me flinguer pour la suite. Moi, si j'avais vraiment, si j'avais suivi, on va dire, la voie par défaut que j'imaginais pour moi, je pense que j'aurais fait prépa école d'ingé. J'ai fait l'arbitrage de me dire bon, ok, prépa, c'est impossible de continuer les vidéos si je fais prépa. Donc j'ai fait DUT informatique pour pouvoir, si jamais, pouvoir rebifurquer sur l'école d'ingé si YouTube marche plus. Et du coup, ouais, à la fin du DUT, j'ai fait un petit Google Sheet. Je me suis dit, ok, voilà combien est-ce que je gagnerais dans ma carrière d'ingénieur, tu vois, avec la courbe, etc. Et je me dis, ok, mon but, c'est le plus vite possible de dépasser ce que j'aurais gagné sur toute une carrière d'ingénieur. Comme ça, je serais bien, tu vois. Je n'aurais pas de regrets, en tout cas sur la partie financière de ma vie. Que j'ai vite abandonné parce que j'étais dans le feu de l'action de faire des vidéos, donc je l'ai pas tenu à jour. Mais et je l'ai recherché l'autre jour, j'ai recherché ce document. Ah ouais? Et je l'ai pas retrouvé, et du coup je suis un peu déçu parce que c'est vrai que c'est rigolo, rétrospectivement j'aurais bien aimé voir pouvoir faire la comparaison, mais
Bah, de toute Mais façon, c'est assez facile de le refaire, non? De faire les salaires d'ingénieurs et toi, ouais, qui ouais, aurait oui, eu en soi, et toi, tu je sais ce que pourrais. tu as gagné, Ouais, je sais ce que tu j'ai gagné. tu penses que tu es moins bien finalement Je ou pense que là, non, je pense que j'ai dû dépasser, surtout quand quelque chose que j'avais pas pris en compte, c'est que bah, l'argent, mieux vaut l'avoir plus tôt pour qu'il compound. Et ouais. en fait, ouais, c'est sûr que rétrospectivement, c'était la bonne décision, mais c'est vrai que sur le coup, surtout à une époque, parce que pour moi, sur la creator economy, il y a eu un avant-après Covid. Avant Covid, c'était un peu un truc de marginal, tu vois, de faire des vidéos sur YouTube et d'en vivre. Et après, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un énorme boom. Et moi, j'ai ressenti ça comme ça, quoi. Je C'est beaucoup je plus accepté aujourd'hui. ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que le Covid, ça fait qu'il y avait plein de gens chez eux, donc il y avait forcément plus de demandes pour du contenu. Donc ça a fait un gros spike et Ouais. après bon, c'est redescendu, mais c'est pas redescendu au niveau d'avant Covid, quoi. Ça s'est Ouais, stabilisé, c'est clair. Et maintenant, il y a TikTok et tout. Mais en fait, j'ai l'impression que maintenant, tout le monde fait du contenu. Et la quantité de gens qui vivent des réseaux, c'est gigantesque, quoi. ouais, ce qui était pas le cas à ton époque, quoi, Ouais, tu le ouais. disais. Alors du coup, justement, tes parents, ils réagissent comment quand tu leur dis: «Voilà, moi je vais tout arrêter après le DUT là et je vais me mettre 100 sur, ma chaîne YouTube et sur le contenu», quoi? Bah, de toute façon, ils savent, enfin, en gros, ils savent bien que je vais le faire. Donc, bon, ils sont en mode, bon, bah, fais attention. Et bah, nous, on aurait préféré que tu ailles au bout, mais bon, on va pas t'en empêcher. Surtout que, bon, à l'époque, ça aurait été quand même un petit peu irrationnel de pas aller all-in sur YouTube parce que entre le début et la fin de du DUT, je sais plus combien je gagnais, mais je pense que je faisais des mois à 30 000 € par mois, quoi. Donc, ça n'a pas trop de sens de Sans continuer coût, les. tu pas de coût à côté, c'était 30 000 € Je, dans ta poche, quoi? Quasiment, hein, parce que si sur la fin du DUT, parce que j'avais un stage, etc., donc j'ai pris un monteur. Donc j'avais ce coup-là qui était quand même très contenu, on va dire. Donc ouais, non, pour le coup, c'était quand même financièrement, il y avait pas trop de sens à continuer, si ce n'est le risque que ça s'arrête. Comment tu fais quand tu gagnes 30 000 € par mois aussi jeune, tu vois, pour, pas péter un câble, pas t'isoler vis-à-vis de tes potes qui sont pas du tout dans le même délire et tout ça? Comment tu vis ce moment-là? Moi, j'ai jamais été dépensier, c'est-à-dire, je pense qu'à l'époque où je gagnais 30 000 € par mois, comme ça, sans coût, etc., je devais dépenser 800 balles, quoi. Donc j'avais ma chambre étudiante et des fois, je commandais de la bouffe sur Uber Eats. C'était les OK. seules dépenses que je faisais, mais non, vraiment, moi, j'ai jamais eu ce problème de gérer de l'argent, dans le sens où j'ai toujours eu peur de manquer, tu vois? Et ça, je pense, ça vient de mes parents ou qui sont un peu pareils, mais j'ai toujours eu ce truc de: «Putain, faut mettre de côté, faut mettre de côté». Et en fait, même c'était un peu le jeu, tu vois? Moi, j'aimais bien cette différence de: «Putain, OK, bah, il y a plein d'argent qui rentre, bah, vas-y, je vais essayer d'économiser le plus possible». Et j'aimais bien ce jeu. Et je suis toujours un peu comme ça, hein, c'est-à-dire que j'ai be je forcément, mon niveau de vie est un petit peu enflé, mais ça reste complètement, gérable, quoi. Et j'ai pas eu ce truc et j'ai l'impression en France, on n'a pas trop ce truc-là, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a pas mal de créateurs où quand ils percent, quand ils commencent à vraiment avoir des grosses sommes, et cetera, qui commencent à flamber dans des voitures, dans des trucs, dans des machins. Moi, ouais, je sais pas, j'ai un budget, je me verse un salaire et je dépasse pas, quoi. Ouais, ouais, tu pas un gros consommateur. Ouais, je peux le comprendre, mais tu peux aussi avoir vis-à-vis de tes potes qui continuent leurs études et tout ça, un sentiment d'isolement ou de je sais pas, de différence et tout, non? Tu pas du Ouais, tout? attends, je réfléchis parce que, non, j'ai pas spécialement. Alors après, forcément, ce sentiment d'isolement, moi, j'étais en DUT, à Orsay, donc sur le plateau de Saclay, qui est, surtout à l'époque, je sais pas aujourd'hui, peut-être ils ont, un peu amélioré, mais c'était vraiment hyper isolé comme endroit. C'est-à-dire que, moi, j'allais à un DUT, mes potes du DUT, après on se voyait pas, parce que, bah, tu sais, ils étaient, aux quatre coins de l'Essonne. Donc dans tous les cas, cet isolement, je l'ai eu, mais pas tant parce que, enfin, pour le coup, j'avais pas vraiment une vie différente. En fait, la seule différence, le vrai truc qui m'a isolé, je pense, c'est le fait que, bah, je faisais une vidéo par jour en parallèle des études. Donc en fait, j'avais pas tellement le temps pour, faire les sorties, j'avais pas tellement de temps pour jouer sur Discord avec mes potes. Ça, c'est un peu le truc qui m'a isolé. Mais au niveau de l'argent, en fait, je pense que ce qui isole surtout, c'est si tu dépenses plus, en fait. Si tu veux partir en vacances à un endroit cher et que tes potes ils peuvent pas, bah, soit faut que tu leur payes, soit bah, tu peux pas y aller avec eux. Mais si tu es dans l'optique de dépenser comme quelqu'un de ton âge, je pense pas que l'isolement soit là, quoi. Toi, tu es dans l'optique de, voilà, de baisser ton niveau de vie sur ceux de tes potes pour continuer à faire des vacances avec eux, quoi. C'est ça clairement. Et même, ouais,
Enfin, j'en ai même pas l'envie de dépenser plus, quoi. Parce que surtout que j'avais ce truc de cette mentalité sur le long terme de me dire, putain, si je veux vivre de YouTube, quand même, il va falloir que je mette de côté parce que c'est quand même un risque qu'il faut assurer, quoi. Ok, et les 30 000 euros par mois, pour bien comprendre, à ce moment-là, c'est principalement des revenus AdSense. Ouais, Donc, exactement, des ouais. revenus plateforme publicitaire, quoi. Ouais. Moi, pendant très longtemps, j'ai pas fait d'OP parce que moi, sur YouTube, j'ai toujours été un peu dans mon coin. Donc, j'étais pas dans les groupes d'autres YouTubeurs, etc. J'étais pas dans les bons tuyaux. J'ai pas eu d'agence pendant de nombreuses années. Donc, ouais, c'était vraiment que du AdSense, que du revenu publicitaire YouTube. Ce qui est énorme. Alors, je précise peut-être pour ceux qui connaissent pas trop comment marchent les plateformes, mais donc il y a les revenus publicitaires, donc ce que vous voyez, les pubs au début, au milieu et tout ça, ça s'appelle les pré-roll, mid-roll, post-roll, qui sont donc gérés par YouTube. Et YouTube, en général, ou les autres plateformes donnent 50% à peu près des revenus aux créateurs et C'est ça. gardent 50% pour eux. Et il y a les OP ou collaborations commerciales qui sont des placements de produits que tu vas fermer. Donc, que tu vas gérer toi et sur lesquels tu vas prendre 100% des revenus. Mais donc, ouais, 30 000 euros de revenus AdSense, c'est énorme, quoi. Ça correspondait à c'est combien de vues? Enfin, parce que YouTube payait plus à l'époque ou Non, c'est non, parce que tu YouTube faisais vraiment payait des... beaucoup moins. Ah ouais, ok. Ouais, je pense que c'était un CPM de 1,5. Ok. Donc, j'ai pas. 1,5, ça devait être 20 millions de vues par mois, peut-être. Donc, c'était vraiment. Surtout qu'à l'époque. En fait, à l'époque, c'était. Non, mais sur des vues longues, 20 millions de vues par Ah mois, ouais, c'est un délire. c'était énorme, hein. Mais moi, je crois que le max, je suis monté à 36 millions en 2022. C'était mon prime en termes de vues. Mais ouais, en fait, c'est-à-dire que depuis 2022, j'ai l'impression que vraiment, il y a eu un flot de nouveaux créateurs, etc. C'est beaucoup plus dur d'atteindre ces chiffres-là. Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que j'ai plus de mal là. Là, aujourd'hui, je dois tourner toutes chaînes confondues entre 12 et 15 millions de vues par mois. Mais ouais, à Juste sur l'époque, du long? sur du long, ouais. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et ouais, du coup, à l'époque, c'est vrai que c'était. Et je sortais beaucoup plus de vidéos en fait qu'aujourd'hui à l'époque. C'est-à-dire que je faisais une vidéo par jour, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Je prenais pas de week-end, pas de vacances, rien. Donc forcément, ça s'accumule vite, quoi. Du coup, si c'est principalement des revenus AdSense, donc j'en déduis, voilà, enfin, tu fais plein de vues. Est-ce que du coup, enfin, j'imagine tu te fais souvent reconnaître dans la rue, tout ça, la notoriété, ça a été un problème pour toi ou pas tant? Moi, j'ai pas. En fait, déjà, j'ai pas montré ma tête jusqu'à la fin du lycée. Donc, ça, c'est parce que mes parents, ils voulaient pas que je montre ma tête avant que j'ai 18 ans. Donc, j'ai réussi un peu à gratter. J'ai montré ma tête à 17 ans et demi, quelque chose comme ça. Et vu que je faisais principalement du gaming et que bah voilà, j'avais montré ma tête une ou deux fois, vraiment je me faisais jamais reconnaître, si ce n'est peut-être à certains events, à la Paris Games Week, ce genre de truc. Là où vraiment où j'ai commencé à me faire pas mal reconnaître, on va dire, c'est assez récemment, finalement. C'est peut-être il y a 3 ans, 3-4 ans, où ça a commencé un peu ça a commencé un petit peu à gonfler. Je vis pas spécialement mal le truc, c'est-à-dire que ça reste complètement gérable, tu vois. Si je sors, je vais peut-être me faire reconnaître une fois, deux fois. Moi, le truc sur lequel j'ai peut-être un petit peu de mal, et je pense que ça vient du fait qu'il y a une partie de ma communauté qui est quand même assez jeune, c'est que il y a certaines personnes qui savent pas trop comment gérer quand ils voient quelqu'un qui reconnaissent des réseaux. C'est que bah, ils vont pas venir te voir, mais en même temps ils vont rester dans le coin, tu vois, ils vont te regarder, puis Ouais. en fait tu sais, tu finis par avoir un sens de savoir qui t'a reconnu, qui t'a pas reconnu. Et du coup, quand tu marches pendant 10 minutes et qu'il y a un mec qui te suit pendant 10 minutes, c'est assez énervant, surtout que des fois, ils osent pas venir te voir, mais ils veulent quand même attirer ton attention. Du coup, ils font Fuse! Fuse! Et après, ils se cachent et tout. Ouais. Ça, c'est insupportable, ça. Ok. On va dire, c'est le problème principal que j'ai. Donc, si vous faites ça, bah, venez me voir. Si vous me voyez, venez me voir, il n'y a aucun souci. Surtout que moi, j'ai été fanboy de créateurs quand j'étais plus jeune. Je sais ce que c'est de se balader dans la rue et de voir quelqu'un que tu kiffes ou que tu vois qui c'est sur les réseaux. Moi personnellement, j'ai jamais osé aller voir quelqu'un dans la rue que j'avais reconnu et lui dire ah salut et tout, on peut faire une photo. Donc je sais ce que c'est, cette timidité, cette difficulté de le faire, mais c'est généralement pire de rien faire et de suivre la personne, quoi. Ouais. Je pense que c'est marrant parce que ça dépend des âges, tu vois. Peut-être les très jeunes aussi, ils savent pas trop comment gérer, mais les très âgés aussi, tu vois. Moi, les personnes qui m'ont fait des trucs les plus bizarres, c'est les personnes pour qui c'est nouveau aussi, l'économie des créateurs et tout ça. Et je pense que les gens enfin, je fais des généralités, mais qui ont entre 20 et 30 ans, ils ont vraiment grandi Ouais, là-dedans et puis et surtout, ils savent bien le gérer, quoi. ouais, clairement. Et puis il y a eu une espèce d'éducation qui a été faite par les créateurs au fur et à mesure des années, bah, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et en fait, vraiment, j'ai l'impression que moi, j'ai pas eu le avant, mais en tout cas de ce que je voyais sur les réseaux, moi, j'ai jamais eu les trucs excessifs, quoi. J'ai eu quelques mauvaises expériences, mais ça reste vraiment hyper marginal, quoi.
Alors, je voudrais qu'on revienne donc sur Minecraft et en particulier sur ton serveur Ouais. Palladium, hein, qui, comme je le disais, est vraiment une légende dans l'univers Minecraft. Est-ce que tu peux nous raconter vraiment voilà, comment ça s'est créé et nous en dire un peu plus là-dessus? Comment ça s'est créé? Bah, comme je disais, c'était, vraiment à la base, c'était un truc que je faisais purement comme un support de contenu. En fait, voilà, j'avais une idée de concept de vidéo Minecraft que je voulais faire et ça existait pas, donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais essayer de bidouiller un truc». Donc au début, moi, j'avais quelques petites bases en dev, en trucs, et cetera, en bidouillage, en informatique, mais pas beaucoup de rigueur, quoi. Donc j'ai un peu fait ça sur des briques et des braques, je sais pas si ça se dit. Heu et je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes parce que j'ai refusé de voir ça comme une entreprise pendant de nombreuses années. En fait, moi, dans ma tête, c'était un truc, entre potes, machin, et cetera, en famille, machin. Donc pendant très longtemps, ce qu'on faisait, c'est que, quand il y avait des gens qui étaient dans le projet, bah, on faisait un rev share, en fait. C'est-à-dire Ok. que, «Ah vas-y, toi, tu as 15 toi, tu as 15 toi, tu as 10 toi, tu as 20 machin, et cetera». Et ça a causé quand même pas mal de problèmes parce que certes, moi, ça me retirait le risque de devoir payer des gens et d'être potentiellement à perte, mais du coup, je travaillais avec des gens qui étaient comme moi, qui étaient en études ou enfin, en fait, il y a des gens, rétrospectivement, ils étaient au collège, quoi. J'avais des développeurs qui étaient au collège qui m'aidaient. C'était, ouais, c'était Mais compliqué à gérer, il y des avait gens. un rev share, mais il t'appartenait le serveur Ouais, c'est toujours à ça, ouais. 100%, Là, quoi. pour le coup, il m'a Ok. toujours appartenu à 100%. Donc, si tu Et voulais arrêter le rev share et dire, toi, j'arrête de te payer, tu pouvais le faire je potentiellement, pouvais le quoi. faire, mais j'étais un peu lâche. Et donc, pendant de nombreuses années, il y a des gens, en fait, ils branlaient plus grand-chose sur le serveur, mais j'osais pas les virer parce qu'en plus, c'était des potes. Parce que, enfin voilà, à la base, en plus, c'était des gens qui étaient là, qui étaient payés 10 balles par mois parce que le serveur rapportait rien. Enfin, tu vois, j'avais une espèce de loyauté envers ces gens. Mais du coup, ça nous empêchait de passer un stade où, en fait, bah, le serveur, il y avait des problèmes, les mises à jour, elles sortaient pas. Enfin, c'était compliqué, quoi. C'était laborieux. Et ouais, pendant de nombreuses années, et surtout qu'au début, le serveur rapportait pas, mais après, pendant de nombreuses années, j'ai payé des gens peut-être 30-40 000 euros par an, qui, en fait, peut-être t'as fait 5 heures par semaine, tu vois. Donc, c'était, on va dire, voilà, j'ai un peu remboursé le bénévolat, entre guillemets, qu'ils ont fait sur le début, mais à la fin, c'était quand même compliqué, surtout que bah, le serveur en pâtissait, les joueurs en pâtissaient parce qu'il y avait des problèmes, il y avait des lags, il y avait plein de soucis. Donc en 2022, j'ai un petit peu arrêté ce système. J'ai pris les gens qui voulaient continuer à bosser et j'ai dit aux gens qui voulaient plus bosser, bon bah écoutez les gars, on s'arrête là et voilà. Et là, je suis vraiment passé à un format où vraiment je paye des salaires, je paye des vrais salaires. Ce qui, d'un point de vue professionnalisation, d'un point de vue qualité du serveur, vraiment a fait un step up. Mais d'un point de vue financier aussi, a été compliqué parce que, on va dire, côté YouTube, c'est quand même assez facile de pas perdre d'argent parce que t'as juste, en fait, sur le papier, surtout sur du gaming comme ce que je fais, t'as besoin d'un monteur. Des fois, t'as besoin de gens qui construisent des trucs, etc. Mais enfin, tu vois, c'est 80% de marge. Là où sur un serveur Minecraft comme ça, si tu gères pas bien, en fait, tu peux vraiment vite compresser tes marges et même se retrouver avec des marges négatives, ce qui est arrivé, en fait. C'est-à-dire qu'entre 2022 et 2023, je pense que le serveur a fait 40% de croissance de CA, mais en fait, en termes de charges, on est passé à des niveaux. En fait, depuis 2022, depuis que j'ai changé ce système de rev share, en fait, j'ai pas touché 1 euro avec Palladium. Mais parce que aussi, je pense que j'ai essuyé un petit peu les plâtres de découvrir un peu ce que c'est vraiment le vrai entrepreneuriat, parce que ça n'a rien à voir avec YouTube, en fait. C'est que bah, tu te trouves avec des gens, il faut correctement les recruter, il faut savoir s'en séparer si jamais ça convient pas, ce qui est pas facile quand t'as pas cette expérience. Il faut savoir combien payer les gens. Moi, j'ai jamais eu de vrai salaire, tu vois. Donc, j'avais tendance à surpayer les gens, parce que moi, tu sais, moi, j'avais mon salaire YouTube, je me disais, putain, ah ouais, il faut quand même plus les payer, machin, etc. Mais sauf qu'en fait, quand tu augmentes la personne, tu peux pas réduire la voilure Enfin, c'est très difficile de réduire la voilure si jamais tu as des chiffres qui baissent. Il y avait aussi aucun cadre professionnel, tu vois, dans le sens où quand on a pris des bureaux, bah, tu vois, c'était un peu une colonie de vacances. Les gens, ils jouaient sur le PC, machin, etc. Ils restaient jusqu'à 3 heures du matin. Enfin, tu vois, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de. Enfin, voilà, c'était un bordel, en fait. Et plus le temps passait, plus ça devenait ingérable, en fait. Et c'est pour ça que là, récemment, j'ai annoncé qu'on fusionne avec du coup l'autre gros serveur français qui fait un petit peu ce qu'on fait, qui s'appelle Nations Glory, qui eux, du coup, étaient vraiment tout le contraire, où vraiment ils avaient voilà, des coûts vraiment millimétrés, voilà, ils avaient une rigueur qui était quand même beaucoup plus carrée. Et là, ça fait 6 mois qu'on bosse ensemble. Et là, pour le coup, ça n'a rien à voir. En 6 mois, il y a énormément de problèmes qui ont été réglés.
des coûts qui ont été contenus. Et j'espère en tout cas que 2026, ça sera la première année profitable de Palladium, sachant que du côté de Nations Glory, eux, ils sont profitables depuis Day One et ils n'ont jamais eu les problèmes qu'on a eu. Mais moi, je pense que mes problèmes viennent aussi de YouTube, où YouTube, j'ai envie de dire, c'est un peu de l'argent facile, tu vois. En tout cas, d'un point de vue entrepreneurial, c'est très facile. C'est dur de perdre de l'argent sur YouTube. Tu peux être un entrepreneur nul et gagner beaucoup d'argent sur YouTube, alors que ce que tu dis, c'est que sur Minecraft, il faut être très structuré, quoi. C'est un super apprentissage de l'entrepreneuriat, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Nul, je sais pas, mais en tout cas, si t'es un bon créateur et un mauvais entrepreneur, tu t'en sors, quoi. Ouais. Pour qu'on se rende compte, juste l'ensemble des coûts sur ton serveur, ça représente combien, quoi? Et est-ce que tu peux nous expliquer combien de salariés c'est? Tu vois, quel type de job, de compétences, tu vois? Ouais, bah alors du coup, attends, je réfléchis un petit peu. Les coûts on va dire alors cette année, on a quand même un petit peu réduit la voilure, mais on va dire sur l'année dernière, qui était vraiment le top des coûts, on devait être à 700 000 euros de coûts par an sur l'année, ouais. Et c'est principalement de la masse salariale, c'est principalement il y a de la masse salariale. Il y a aussi, en fait, nous, on a des bureaux à Rennes, dans lesquels on avait installé nos serveurs, parce qu'en fait, du coup, à la base, on les louait chez OVH, qui est du coup le gros hébergeur français historique. Et on s'est rendu compte que c'était moins cher d'acheter nos propres serveurs. Du coup, on a créé un espèce de mini data center dans le bureau. Mais après, du coup, ça pose d'autres problèmes parce qu'il faut le refroidir. Parce que forcément, quand il fait chaud, machin, donc il faut mettre des clims. Du coup, on avait quand même de grosses dépenses en termes d'électricité. Donc voilà, le local. Et sinon, tout le reste, c'est vraiment de la masse salariale, quoi. Donc c'est quoi? C'est des développeurs, c'est des community managers Ouais, il y avait beaucoup de développeurs parce que moi, historiquement, j'ai toujours eu du mal. Au fait, au début, quand j'avais pas les moyens de payer les gens, c'était très difficile de recruter des développeurs. Donc, je pense que j'étais biaisé dans le sens où, pour moi, les développeurs, c'était le plus important, en fait. C'est-à-dire que limite, je me retrouvais à recruter trop de développeurs parce que ça a été tellement un pain point au début que je me disais, putain, je veux plus jamais manquer de développeurs parce que tu sais, quand il y a un truc qui casse, que tu sais pas le réparer, machin, c'était galère. Et du coup, il y a eu un gros déficit sur tout le reste, en fait, sur la partie marketing, sur la partie gestion, sur tout le reste en apathie parce que j'ai recruté trop de développeurs. Et du coup, il n'y avait pas de gestionnaire de projet. Enfin, c'était un peu un micmac. Donc, on avait, l'année dernière, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, on avait 4 développeurs, un graphiste. Je réfléchis. Pas de gestionnaire de projet. On avait un gestionnaire de projet, mais qui a fini par partir parce que ça collait pas. Un community manager pour Non, on n'avait pas de community manager. C'est le problème, c'est que pendant longtemps, je suis parti du principe que mes vidéos suffisaient. Et du coup, le serveur en lui-même n'avait pas d'appareil de communication. Et en fait, surtout au moment où je suis passé sur la partie IRL, du coup, il y avait moins de mise en avant du serveur. Et c'était un point faible qu'on a réglé là, du coup, récemment. Parce que là, on a recruté un community manager. Mais je saurais plus te dire. J'avoue, sur l'année dernière, 700K de coûts, donc qui viennent de la masse salariale, du data center, de locaux aussi pour tes équipes et tout ça. Et combien de revenus en face, quoi? Un peu moins du coup? Ouais, 650, je pense. Ok. Et en fait, ce déficit, tu le comblais parce que tu avais des revenus sur YouTube. Ouais. Sur YouTube. Ok. YouTube continuait à être largement excédentaire et tout, ça continuait à bien marcher. Pareil, YouTube, j'ai un petit peu fait enfler les coûts. Parce que là où, sur la partie perso, je dépense rien, sur la partie YouTube, je suis un petit peu parti entre 2020 et 2023. Je suis parti un peu dans la MrBeastification de me dire, putain, il faut recruter plus de gens, il faut faire des trucs plus ambitieux, machin, etc. Et je me suis un peu perdu là-dedans, dans le sens où... en plus, toujours avec le manque de rigueur qui m'est cher, en fait, du coup, je recrutais des gens, mais je les gérais pas forcément bien. Donc, en fait, l'utilisation des ressources, il était vraiment pas. Bon, ça avait rien à voir avec Palladium, mais tu vois, là où objectivement, ce que je faisais, j'aurais pu avoir 80% de marge. Là, je me retrouvais peut-être plus avec 50%. Ce qui n'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que du coup, ces erreurs-là, j'apprends petit à petit à les régler et ça prend du temps parce que quand tu fais une erreur, généralement il faut 12-24 mois pour vraiment revenir à zéro et la réparer, surtout quand ça concerne des gens que tu as recrutés, etc. Mais là, du coup, surtout, en fait, j'ai beaucoup appris depuis qu'on a commencé la fusion parce que j'ai observé comment c'était géré autre part. J'ai
j'ai compris beaucoup de trucs sur le management, sur ce genre de trucs. Et ça, c'est des choses que petit à petit, je suis en train d'appliquer sur la partie YouTube. Et, et ouais, du coup, là, ça commence à aller un petit peu mieux. Même si, en vrai, ça reste toujours extrêmement rentable. Hein, mais Mais c'est vrai que c'est ouf parce que tu vois, les niveaux de revenus, je pense que les gens qui sont pas dans la creator economy s'en rendent pas compte, tu vois. C'est-à-dire que là, tu me dis, ouais, on est passé de 80% de marge à 50%. Tu vois, moi, les entrepreneurs, je sais pas, qui montent des SaaS, des software as a service, tu vois, qui sont censés être les trucs hyper rentables. Voilà, s'ils sont à 30% d'EBITDA, ils sont hyper contents, tu vois. Donc, ça montre, à mon avis, qu'on n'est pas du tout arrivé à la maturité de la creator economy quand on se dit, putain, 50% de marge, c'est qu'on s'est un peu foiré, qu'on a mal géré le truc et tout ça, quoi. Et je suis complètement aligné avec ces chiffres-là, hein. Je suis d'accord, je vois les mêmes choses, quoi. ouais, non, mais après, je pense, en fait, je sais pas trop quoi penser de la creator economy parce que vraiment, je me demande comment c'est possible d'arriver à un stade où il y a autant de gens qui fassent du contenu, il y a autant de gens qui fassent ça à temps plein. En fait, je me pose une question sur l'économie dans sa globalité, de me dire, mais en fait, est-ce que ce truc-là est tenable? Est-ce qu'on n'est pas dans une bulle où, en fait, comment c'est possible qu'il y ait autant d'argent? Ou alors c'est tout l'argent de la télé qui se ramène sur les plateformes, mais comment c'est possible qu'il y ait autant de gens qui arrivent à vivre de ce truc? Enfin, je veux dire, il faut bien des gens pour faire d'autres choses, regarder, quoi. Ouais, pour regarder, déjà, pour Ouais. regarder, mais même pour faire tourner l'économie. Enfin, tu vois, il y a besoin de manger, il y a besoin de se déplacer, de trucs, de machin. Si tout le monde se met à faire des vidéos, je sais pas où on va, tu vois. Ouais, en fait, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, déjà, d'une part, je pense que maintenant, ce qui fait le gros des revenus des créateurs, c'est les collaborations commerciales, beaucoup plus que les revenus publicitaires. Donc, en fait, une fois que tu as ça, ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire des millions de vues pour gagner très bien ta vie, quoi. Il suffit de toucher les bonnes personnes. Donc, tu peux, en touchant très, très peu de personnes, faire des millions de chiffres d'affaires, tu vois. Voilà, je connais plein de gens tu vois, qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires avec des petites communautés. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, je pense que l'autre truc, c'est que c'est devenu un canal d'acquisition pour tout le monde. Je sais pas, t'es acteur, t'es Pierre Ninet, bah, tu vas aller chez Squeezie pour parler de ton film. T'es artisan, tu veux faire connaître un peu ce que tu fais, ou tu vois, ou plombier, ou je sais pas quoi, tu vas utiliser les réseaux. Ouais, non, T'es un c'est sûr, grand c'est sûr. groupe, ils font ce qu'on appelle de l'employé advocacy, ils font parler, tu vois, leur réseau de salariés comme des ambassadeurs du groupe et ça. Donc en fait, tout le monde utilise ça, quoi, maintenant, quoi. Donc tout le monde devient un peu créateur, ça fait du sens. Il y a plus que les créateurs de contenu qui sont créateurs, quoi. C'est ça qui se passe un peu. Enfin, Ouais, non, c'est vrai que du coup, ouais, c'est peut-être des gens du coup qui se servent de la partie réseau pour promouvoir des choses qui étaient déjà existantes. C'est une bonne analyse. Les amis, je prends quelques secondes pour vous parler de l'événement que j'ai monté avec deux associés, la Paris Creator Week. Alors la Paris Creator Week, c'est le grand rendez-vous de la Creator Economy en France. Ça se passe le 9 et 10 décembre à Station F. Et si tu bosses de près ou de loin avec des créateurs de contenu, c'est vraiment l'événement incontournable en France. Que tu sois créateur de contenu, monteur, graphiste, directeur marketing, responsable influence ou que tu bosses en agence, c'est là que tout le milieu se retrouve pendant une semaine. La Paris Creator Week, c'est une semaine d'événements B2B, donc c'est un salon réservé aux professionnels avec plein de cadres de networking différents. Donc des petits déjeuners, des soirées, des dîners, mais aussi un salon classique avec des stands et des conférences toute la journée qui s'enchaînent sur les thématiques clés de la création de contenu. C'est certainement là que tu trouveras tes prochains partenaires et peut-être même que tu vas pouvoir signer tes futurs contrats. Alors pour te donner une idée, certains participants de l'année dernière ont réussi à faire un ROI supérieur à 10. Les billets sont disponibles sur notre site internet, je vous le mets en commentaire, donc www.pariscreatoric.com. Vous pouvez aussi retrouver sur notre site toutes les infos, notamment sur les speakers qui seront présents. Et en plus de ça, je vous propose un code promo Jocaris qui vous donne moins 15% supplémentaire sur les billets. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous sera utile pour ceux qui s'intéressent à la création de contenu. Et on reprend tout de suite l'épisode Métier de rêve. Ok, donc si je reviens sur ta chaîne YouTube, concrètement, ça génère combien aujourd'hui par mois et c'est combien de personnes que tu emploies derrière? Par mois, je saurais pas te dire. Ou par an Après, par an, attends, je réfléchis. Je pense que par an doit être pas loin de 1 million, 1 million 2 peut-être. J'ai pas le chiffre exact, Ok. mais c'est dans ces eaux-là. Dans quoi. ces eaux-là. Et ça, c'est principalement des revenus publicitaires ou tu as commencé à faire des collaborations commerciales? Ah ouais, non, maintenant je fais beaucoup plus de collaborations. Surtout que, du coup, comme ce que je te disais, moi j'ai fait moins de vues depuis 2022. Donc il a fallu que je réoriente la façon de faire. Donc ouais, maintenant, je pense qu'il y a bien un petit 50-50 entre OP et AdSense. Ok. Et tu dis, et tes coûts, tu dis, ça représente à peu près la moitié de ça, quoi. Ouais, ça va être un truc comme ça, ouais. Sachant que c'est pas parce que là, du coup, si on va dire c'est 1 million, ça fait 500 000 de profit. Le truc, c'est que typiquement, cette année,
Si tu prends l'activité Palladium, surtout que là, cette année, on va dire, c'est une année de transition parce que j'ai quand même beaucoup moins fait de vidéos sur Minecraft, donc beaucoup moins de publicité. Pour moi, on s'est complètement planté sur le début de l'année sur l'ouverture qu'on a fait, parce qu'en gros, on fait 2 ouvertures par an sur Palladium. Et donc la première, là, Ça veut dire quoi une ouverture? C'est-à-dire qu'on reset tout et les gens reviennent jouer et c'est un petit peu une espèce de course à qui va être le premier à arriver à D'accord, avoir des ressources, etc. Et donc la première ouverture, pour le coup, on l'a foiré. Et donc cette année, là en l'état, Palladium va perdre 200 000 euros, quoi. Donc c'est là où c'est quand même assez confortable d'avoir YouTube qui permet d'éponger ça, parce que sinon, pour le coup, je pense qu'on n'aurait pas survécu, quoi. Ok, et sur YouTube, juste pour comprendre tes 500K de coûts, entre la masse salariale et peut-être ce que tu dépenses pour faire tes vidéos et tout, surtout que t'as dit que tu as fait un peu un délire à la MrBeast à un moment et t'en es un peu revenu là. Ouais, ouais. C'est quoi en fait les coûts principaux de la chaîne YouTube? Les coûts Principaux, pardon. principaux, ouais, ça va être... en fait, c'est compliqué comme ça parce que tu sais, j'ai l'Excel avec toutes les Ouais. dépenses, mais en fait, les dépenses, je les divise pas en pôles, par exemple, pas le pôle montage, etc. Je les divise vraiment en type de contenu, donc la chaîne principale, la chaîne secondaire, le machin. Donc, il y a une partie dont j'ai pas parlé, c'est le shop. En gros, moi, je fais du merch. Et il y a ce truc-là, en fait, c'est que ça augmente le chiffre d'affaires, parce que tu vends, par exemple, une peluche à 30 balles. La peluche, elle t'a coûté 20, donc tu fais 10 de profit. Ah, ça, tu le comptes dans tes revenus de la chaîne, ok, d'accord. Ouais, voilà, je compte ça. Bon, ça reste quand même relativement petit, c'est peut-être 50, 100 000 euros par an de CA. Donc tu retires tout le coût tous les coûts de base de ce que tu vends. En réalité, si c'est pas du CA qui est hyper comparable. Donc ça, déjà, ça fait gonfler pas mal les coûts. Je pense que le coût principal, ça reste le montage. J'ai beaucoup de monteurs et tu vois, là où sur Palladium, j'ai plus une culture de développeur, sur YouTube, j'ai vraiment une culture de monteur, Ouais. où les monteurs, c'est eux qui font beaucoup du travail. J'ai une grosse emphase sur le rythme, donc il y a beaucoup de travail de montage. Tu sors toujours une vidéo par jour? Non, t'as calmé. Non, je me suis calmé. En théorie, je devrais sortir une vidéo par jour. C'est-à-dire que normalement, je suis à 5 sur la chaîne gaming, 1 sur la chaîne IRL et par semaine. 1 sur la chaîne IRL et 1 sur la chaîne entrepreneuriale. Après, en réalité, on est plus autour de 5 par semaine, Ok. si tu mets tout bout à bout. Ce qui est déjà un rythme de malade, quoi. Ouais, Ok. c'est un peu intense. Ouais. Et donc, tu dis la ressource clé sur YouTube, c'est le monteur. Un bon monteur aujourd'hui, pour que les gens se rendent compte, ça coûte combien de l'heure? Un bon monteur de l'heure. Moi, j'ai unifié tous mes monteurs plus ou moins autour de 22 euros de l'heure. Ah, donc tu payes pas très cher. Ok. Mais en fait, c'est que typiquement, il y a, par exemple, mon premier monteur avec qui j'ai commencé YouTube, il est beaucoup plus payé. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un truc où, au tout début, je me souviens, il était à 100 euros par vidéo, ce qui est rien du tout, pendant les 2 premières années. Et du coup, c'est le premier que j'ai pris en CDI. Parce que oui, là, ça, c'est les monteurs freelance, mais après, j'ai d'autres gens en CDI, et les CDI, forcément, tu rajoutes des charges, tu rajoutes des trucs par-dessus, et ça chiffre assez vite. Et du coup, ouais, lui, en gros, il a un salaire qui est bien au-dessus de ça, mais parce que c'est un peu un espèce de truc il était là au début, donc il se retrouve avec des conditions qui sont un petit peu favorables par rapport au reste, quoi. Alors, avant de parler de tes autres business, je voulais revenir un peu sur la fusion dont tu as parlé Ouais. entre Palladium, du coup, et l'autre serveur français qui s'appelle comment, du coup, tu disais? Nations Glory. Ok, donc ça s'est passé comment, en fait, concrètement, cette fusion? En fait, en gros, moi, je fais des vidéos sur Palladium depuis 10 ans, et ça va faire 5 ans que je fais aussi des vidéos sur Nations Glory. En gros, le concept, c'est tu as la map de la Terre, la carte de la Terre. Tu peux prendre un pays et tu te retrouves à faire des guerres avec d'autres pays. Tu fais des missiles, tu envoies des missiles, machin, tu construis ton pays. Donc, c'est un peu un truc à concept. Et voilà, les gens, ils aiment vraiment beaucoup ce serveur. Et on est arrivé à un stade où, en fait, les gens me connaissaient autant pour Palladium que pour Nations Glory. Et du coup, vu que ça faisait un petit bout de temps qu'on bossait avec Romain, qui est le créateur de NG, moi, je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, tu veux pas qu'on fasse un truc où, surtout que moi, à la base, quand j'étais allé voir Romain la première fois, donc en 2020, je lui ai dit, est-ce que je peux investir sur ton serveur? Est-ce que je peux rentrer au capital de l'entreprise? Parce que moi, je trouve le serveur est vraiment clean, ça rend bien. Lui, il était un petit peu réticent parce que, pour ses raisons. Donc, on a quand même un petit peu bossé ensemble. Jusqu'au moment où moi, Palladium avait des difficultés. Pas tant parce que d'un point de vue joueur, etc., ça allait pas, mais c'est plus d'un point de vue gestion que moi, j'arrivais pas à gérer. Lui, de son côté, je voyais bien que franchement, on est
extrêmement parallèle dans les besoins qu'on a, parce que c'est quasiment la même chose qu'on fait. Et lui, de son côté, je voyais bien qu'il n'avait pas du tout ces problèmes. Donc, j'ai amené un petit peu l'idée de, bah voilà, est-ce que tu veux pas qu'on fasse quelque chose ensemble ? On a étudié plusieurs pistes. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il va se retrouver à gérer Palladium et je lui verse un salaire ? Est-ce qu'il va se retrouver à racheter Palladium et enfin voilà, ou est-ce qu'on fusionne ? Et la solution qu'on a trouvée à la fin, c'était de fusionner les deux serveurs. Sachant qu'arrive un autre problème, c'est que l'idée c'était d'être à 50-50. Okay. Donc vous avez tous les deux 50-50 de l'ensemble des deux serveurs. C'est ça, voilà. De l'entité. Du coup, on a renommé l'entité générale qui s'appelle Recube maintenant. Donc leur mission, c'est de faire d'autres serveurs potentiellement ou d'aller chercher des joueurs à l'étranger. Enfin voilà, de prendre un petit peu quelque chose d'un peu plus ambitieux. Mais le problème, c'est que du coup, forcément, lui de son côté, Nations Glory, c'est son activité principale, c'est rentable. Moi, je viens greffer un truc qui, sur le papier, est déficitaire, qui normalement devrait plus l'être à partir de 2026, mais notamment via le travail qu'il a fait. Mais du coup, il a fallu trouver un arrangement où, en fait, moi, je me retrouve à devoir faire un apport en numéraire, c'est-à-dire en argent, en plus de l'apport de l'activité Palladium. Donc, on a évalué... Pour rentrer dans les détails, je crois qu'on a évalué Palladium en lui-même à 18% du capital de la nouvelle structure. Et mon apport en numéraire, du coup, il a fallu que j'apporte 32%. Ouais. Donc voilà. Et du coup, là, on arrive à 50-50. Donc j'ai dû sortir un beau billet, quoi. C'est-à-dire que je pense que tout le cash que j'avais, je l'ai mis là-dedans. Okay. Donc pour le coup, c'est un petit peu un pari. Mais j'y crois. Et vous l'avez valorisé combien ? Ou si tu veux pas le dire, comment vous l'avez valorisé, quoi, la structure ? Moi, ça me gêne pas de le dire, mais c'est plus vis-à-vis de Romain, parce que du coup, on peut remonter à combien il a dû toucher dans le truc. Donc, comment on l'a valorisé ? Alors, c'est compliqué Palladium, parce que Palladium, vu qu'il était en déficit sur les 3 dernières années, c'est compliqué. Tu peux pas faire un multiple d'EBITDA. Pour NG, je crois que ils ont utilisé plusieurs méthodes comptables, fait la moyenne, et voilà. Ok, très clair. Et donc, du coup, voilà, dans cette nouvelle structure, l'idée, c'est quoi ? C'est que Romain, il gère plutôt la gestion de l'ensemble et que toi, tu apportes plutôt la partie vitrine avec ta chaîne YouTube, qui est quand même la force aussi en plus que tu apportes. T'en as pas parlé, ouais, mais... c'est ça. Du coup, clairement, moi, mon rôle là-dedans, c'est participer au brainstorm des idées et participer à la promotion des serveurs. Mais ça s'arrête là. Enfin, c'est une volonté que ça s'arrête là. C'est-à-dire que, en fait... Je pense que si vraiment je m'y donnais à bras-le-corps et que vraiment je faisais que ça de mes journées, je pense que je pourrais m'en sortir à mieux gérer le truc, mettre des process en place, etc. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai YouTube, j'ai trucs, j'ai machin. En fait, j'ai trop de trucs en parallèle et c'est pas possible de gérer correctement une usine à gaz comme ça si j'ai pas 100% de mon temps dessus. Donc c'est l'arrangement qu'on a. C'est des profils très différents, quoi. Le profil plus de créateur, tu vois, d'avoir des idées, tout ça et tout, et le profil vraiment d'exécutant, de gérer une armée et tout ça. En général, d'ailleurs, le profil qui gère un paquebot n'est pas quelqu'un d'extrêmement créatif. Et à l'inverse, le gars qui est assez créatif est en général pas très bon pour manager, pour gérer, pour avoir une certaine rigueur et tout ça, quoi. Donc... Ouais, c'est ça. Puis, ça prend du temps de faire des vidéos. Donc, en fait, dans tous les cas, les vidéos, c'est absolument nécessaire pour promouvoir le truc. Donc, en fait, dans tous les cas, on se retrouve un petit peu coincé, quoi. Mais après, des profils créatifs qui arrivent à gérer, etc., il y en a, mais c'est vrai que c'est très rare, quoi. Au global, ça fait combien de personnes, du coup, qui jouent sur les deux serveurs tous les mois ? Qui jouent tous les mois. Alors, le problème, c'est que là, j'avoue, j'aurais pas les chiffres. Surtout que Palladium, là, on est en fin de cycle. Donc là, on va réouvrir dans 2 semaines. Donc là, j'aurai des vrais chiffres, mais je pense qu'en joueur unique, sur les 2 serveurs, on doit être à entre 50 et 100 000 euros. Putain, 100 000 euros. 50 et 100 000 joueurs uniques par mois. Ce qui est correct pour le marché français, mais il y a des serveurs US qui font ça en pic de connectés, quoi. Et par rapport au marché français, c'est quoi ? C'est genre le nombre de joueurs par mois sur Minecraft, tu dirais que c'est quoi, 1 million ? Franchement, j'ai pas du tout pas du tout cette data. Et j'aimerais bien l'avoir parce que du coup, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un peu une... Savoir quelle est la profondeur du marché, quoi. Quelle est la profondeur du marché, parce que pour moi, et c'était aussi la raison qui m'a fait un petit peu sortir de Minecraft sur la partie création de contenu, c'est à un moment, j'ai eu vraiment l'impression, et je sais que des fois, c'est qu'une impression, mais d'avoir vraiment atteint tout le marché qui était disponible sur Minecraft, quoi. C'est-à-dire qu'en France... il y a forcément un plafond. Alors le plafond, il est souvent toujours au-dessus de ce que tu imagines, mais à un moment, vraiment, j'étais coincé, j'arrivais plus. Et c'était vraiment un moment où je faisais peut-être 600 000, 1 million de vues par vidéo, quoi.
ce qui a un peu baissé depuis parce que Minecraft a perdu un peu en hype et en même temps, il y a potentiellement plus de concurrence. Mais ouais, et vraiment, j'arrivais pas à dépasser ce plafond de verre. Et du coup, à ce moment-là, je m'étais posé la question de est-ce que vraiment tu peux aller au-delà de ça sur du Minecraft en France? Et je pense que j'étais pas loin du Et, table. et pour comprendre pourquoi tu peux pas aller chercher, je sais pas, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, parce qu'ils auraient trop de ping après s'ils jouaient sur ton Ah non, serveur, non, il n'y a, quoi. pas Ou... y a pas trop de. Enfin, en tout cas, tous les pays francophones, il n'y a aucun problème. Ok. Après, la vraie question, c'est du coup, les pays qui parlent d'autres langues, tu perds un gros relais de communication, mes vidéos, qui sont qu'en français. Donc forcément, c'est plus dur d'attirer des joueurs. Et l'espèce d'avantage comparatif qu'on a en France de pouvoir faire des vidéos gratuitement et d'avoir des gens qui viennent dessus, on l'a pas en Espagne, on l'a pas en Allemagne, on l'a pas aux US. Et du coup, il faut arriver avec d'autres stratégies sur lesquelles on va se plancher. Mais c'était pas les priorités et surtout on n'était pas bon là-dedans. Comme je te disais, on n'avait pas de community manager, donc ça passe quand t'as un youtubeur qui fait des vidéos régulièrement dessus, qui peut tenir au courant les gens. Mais si t'es sur un autre pays, que t'as pas d'influenceurs, faut soit les payer, mais du coup ils vont faire le taf que tu leur demandes, mais ils vont pas endosser complètement le projet, ils vont pas tenir les gens au courant. Et donc c'est un autre game quoi. Mais typiquement, je suis investisseur dans une autre boîte qui fait des serveurs Minecraft. Qui eux vont chercher d'autres marchés, etc. Et c'est un autre game, quoi. C'est-à-dire qu'il faut. Eux, ils ont une espèce d'armée d'influenceurs, de micro-influenceurs qui payent Ouais. pour aller chercher du monde. Il y a beaucoup de TikTok ads et il faut tout le temps refaire des campagnes, etc. En fait, ça ressemble beaucoup plus à un truc que ferait un e-commerçant. Tu sais, à faire des campagnes, à faire des ads, à refaire des ads systématiquement tout le temps. Que un truc comme ce qu'on fait aujourd'hui où c'est plus, on essaye de faire du bon contenu, des bonnes vidéos et les deux l'un dans l'autre, ça fonctionne, quoi. Et je sais pas, racheter le Fuse espagnol, le Fuse italien et tout ça, c'est pas une stratégie que tu devrais faire d'expansion, quoi. C'est le Fuse, c'est-à-dire une chaîne YouTube ou un. Ouais, ou un- l'équivalent de toi en Espagne, qui a sa chaîne YouTube, qui a son serveur et ça, où il y en a pas. Si, il y en a, mais après, racheter un créateur, c'est. Tu rachètes son serveur, quoi. Ah, son serveur, Tu lui oui. dis, et en échange, lui, il a des parts, tu vois, du truc global. Et donc, du coup, il est incentivé à continuer à faire des vidéos dessus. Ouais, mais du coup, ce qui est dommage, c'est que du coup, tu te retrouves avec un serveur de plus à maintenir. Et là où c'est intéressant d'aller chercher d'autres marchés, c'est que tu fais des grosses économies d'échelle sur la Ouais. partie développement. C'est-à-dire que tu développes une fois, ce qui est notre coût principal aujourd'hui, c'est le développement, les nouvelles features, les trucs comme ça. Si tu vas, si juste t'as juste à traduire le truc, ce qu'on faisait pas au début, c'est-à-dire on pensait pas le truc pour pouvoir être facilement traductible, mais là depuis 4 ans, toutes les features elles peuvent être traduites en. Enfin, ça coûte 200 balles sur Fiverr de faire traduire quelqu'un. Ça, c'est une économie d'échelle énorme, quoi. Et cette économie, on la perd si on va chercher un serveur qui appartient à un autre créateur. Si en plus on le rachète, il va plus faire de pub, donc en fait tu perds toute la valeur. Ou alors faut s'associer avec lui, ça peut être ça peut être une piste. Ouais, c'est ça. Mais c'est des trucs qu'on va explorer. De toute façon, je pense qu'il faut qu'on teste. On va tester de l'ADS, on va tester de payer des influx. Peut-être un marché, on va tester de s'associer avec un créateur sur place. Mais le truc, c'est que les serveurs Minecraft, c'est dur de s'associer avec les créateurs parce qu'il faut faire faut que la personne en face ait confiance, quoi. Parce que moi, je sais que des demandes pour des serveurs Minecraft, j'en reçois tous les jours. Donc ça doit être un peu pareil sur les autres marchés. Donc il faut vraiment arriver et convaincre la personne. Et en fait, il faut à la limite avoir une introduction de la part de quelqu'un d'autre qui connaît pour vraiment pouvoir enclencher la discussion. Mais ouais, c'est des pistes. C'est des pistes. Et en vrai, je pense qu'on va commencer à travailler dessus peut-être fin 2026. Je pense là, on a encore beaucoup de chantiers. Mais Alors, parlons un peu de tes autres business aussi. Donc, tu as Block Media, Sandblock Creator Lab, tu fais de l'immobilier aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, comment s'articulent ces différents business et à quels revenus ils correspondent? ouais, là dans tout ce que tu as cité, le truc qui est le plus mature, on va dire, c'est Block Media, qui est du coup l'agence qui gère mes OP et qui gère les OP d'autres créateurs. En gros, moi, le constat que j'avais fait, c'était quoi? C'était ça va faire 3 ans, je crois. 2 ou 3 ans, je sais plus, je suis pas très bon avec les dates. Il y a 2-3 ans, moi j'étais dans une agence où j'étais pas hyper satisfait. C'est-à-dire que surtout que c'était vraiment mon prime en termes de vues, tu vois, 1 million de vues par vidéo. Ouais. Et j'avais peut-être une sponsor par mois qui était pas forcément hyper bien payée. Donc j'étais un peu frustré là-dessus. Donc je suis allé voir Hugo, que je connais depuis des années, qui d'ailleurs bossait sur Palladium à la base, qui entre-temps a fait ses études, qui a travaillé chez Webedia, etc. Et l'idée, c'était en gros de faire une agence d'influence ensemble qui, dans un premier temps, gérerait juste mes OP et les OP de potes à moi qui ont la même problématique. Et petit à petit, lui, il a développé le truc de son côté.
Donc là, aujourd'hui, je sais pas, je vais pas te dire de conneries, mais je pense qu'en 3 ans, on doit être 1,6 million de CA, enfin de volume d'affaires. Ok. Sur lequel vous gagnez 20% ou Ouais, 30%, 20%, quoi. ouais, À 20%. 20%, donc vous êtes assez bas par rapport au Ouais, marché, ouais, quoi. ouais. Donc voilà. Et moi, enfin, perso, je suis très, très content de ce que ça a donné parce que globalement, je suis passé les OP, c'était 10% de mon CA à 50%, quoi. Donc là, cette année, c'est vraiment un record et je pense que je me demande même si on n'est pas au-dessus sur les OP que sur le AdSense. Et pour le coup, cette année, j'en ai vraiment besoin parce que entre le cash que j'ai dû sortir pour racheter les parts de NG et les pertes de Palladium, pour le coup, ça m'a un peu sauvé. Et même à un moment, vers avril, c'était un peu la merde parce que je pense qu'on devait perdre quelque chose comme 50 000 euros par mois sur Palladium. Et vraiment, à un moment, je pense que j'aurais dû fermer et j'aurais dû licencier les gens, etc. Ça aurait été très compliqué parce que j'avais pas de trésor. C'était vraiment, j'étais dans une période de merde et le seul truc qui m'a sauvé, c'est les OP. Et on a réussi à s'arranger pour être payé assez rapidement, etc. Pour pas avoir les soucis. Donc franchement, Block Media, pour le coup, ça se passe assez bien. Comment tu as fait pour que ça se passe bien? Parce que donc, ce business d'agence, c'est un business qu'on appelle océan rouge, c'est-à-dire que tu as plein de concurrents. C'est comme si tu ouvres un nouveau resto dans une rue où il y a plein de restos, quoi. Comment tu as fait, toi, pour avoir des agents qui sont meilleurs que les autres, quoi? Pour le coup, Hugo, il est assez bon. Voilà. Le truc, un des apprentissages que moi j'ai eu sur ce truc-là, c'est qu'au début, j'étais un peu trop gourmand sur les parts. C'est-à-dire que je crois que j'avais quelque chose comme 60% de la boîte. Parce que c'était un risque, parce que moi j'avais investi en fait de l'argent pour lui assurer son salaire. Et assez rapidement, il a réussi à aller chercher des OP et à rembourser son salaire. Et en fait, à la fin de l'année, le truc, c'est que forcément, de son côté, il y a peut-être eu un petit peu de problématique, de frustration sur le fait que c'est lui qui fait tout l'opérationnel, c'est lui qui gère tout, etc. Et au final, j'ai pas tellement pris de risques parce qu'au bout de 3 mois, le truc était rentable. Donc, le truc que j'ai appris, c'est peut-être de prendre moins de parts sur un business pour éviter les problèmes et de laisser la personne qui est opérationnelle et qui fait ça à 100% avoir au moins la majorité. Et ça incentive pas mal la personne à faire son truc parce que c'est sa boîte. En fait, c'est plus sa boîte que la mienne. Et ça, c'est. T'avais fait un pacte d'associés? On avait rédigé, on n'a pas signé. Ok. Mais au moins, c'est bien, parce que déjà, le rédiger, ça permet déjà. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y Ouais. a plein d'entrepreneurs qui s'associent et qui écrivent même pas en mode toi, tu vas être responsable de ça, moi, je vais être Ouais, responsable c'est de ça. ça. C'est un exercice à faire déjà, quoi. Ouais, mais moi, c'est un truc que j'avais appris dans la première agence où j'étais. Sur la partie OP, ils n'étaient pas hyper. Voilà, mais c'était quelqu'un qui était. Qui avait fait pas mal de boîtes, etc. Et c'était un truc que j'avais appris, c'était à défaut, t'es pas obligé de signer un truc et tout, mais au moins se mettre d'accord très clairement sur les termes, sur qu'est-ce qui se passe s'il y a tel problème, qu'est-ce qui se passe s'il y a tel problème. Parce qu'en fait, la plupart des embrouilles entre cofondateurs ou trucs comme ça, c'est des non-dits, quoi. C'est des trucs où t'aurais pu pré-shot, mais il s'est passé ça, il a réagi comme ça, alors que j'aurais voulu qu'il réagisse comme ça, mais en fait, c'est des trucs qu'il faut pré-shot avant les problèmes, en fait. Ça, c'est aussi un des trucs que j'ai appris. Donc, Block Media, franchement top, je suis hyper content. Ouais, donc comme tu le disais, l'avantage de Block Media, c'est en plus de te générer un nouveau revenu, ça a permis de t'assurer que tu étais bien représenté aussi sur ta chaîne. Et pour que les gens se rendent compte, c'est le gros problème de la créateur économie, c'est que c'est un milieu qui est quand même pas hyper professionnalisé. Enfin, tu as pas mal de gens qui sont pas hyper bons. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont un peu déçus de la représentation de leur agent, tout ça. Donc voilà, toi, ça t'a réglé un vrai problème là-dessus, Ouais, quoi. clairement. Et le avant-après, ça n'a rien à voir, quoi. Ou alors, en fait, il y a deux possibilités. C'est soit Hugo est très très bon, soit la créateur économie a énormément maturé. Je pense qu'il y a un peu des deux, mais entre le moment où moi j'étais pas hyper content de ma représentation et aujourd'hui. Mais ouais, et en fait, le truc rigolo, c'est que là aujourd'hui, ce qu'on se rend compte sur Block Media, c'est qu'en fait, le vrai challenge quand tu es une agence, c'est pas tant d'avoir les OP, c'est d'avoir les bons créateurs et recruter. Parce que là aujourd'hui, là sur 2025, pour te dire, moi je suis complètement booké sur toutes les OP jusqu'à la fin de l'année. Les autres créateurs aussi. Et en fait, là, le problème, c'est qu'on est obligé de refuser des marques parce que tu vois, on doit avoir 15 créateurs et les 15 créateurs sont complètement bookés jusqu'à la fin de l'année. Donc ouais, là, l'enjeu, c'est essayer de trouver des nouvelles personnes, quoi. Tu me donnes envie de venir dans ton agence, là. Ok, donc les autres business, tu nous le disais, c'est un peu moins conséquent. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Ouais, on va dire les autres business sont un peu plus en développement. Il y a Sandblock
qui est en fait qui était un truc initialement où c'était il y a 3 ans aussi, on a lancé Block Media et Soundblock en même temps, où en fait moi je me disais que quitte à recruter des gens, je préfère que ce soit des gens qui soient entre guillemets indépendants de moi. Tu vois, typiquement, plutôt que de recruter Hugo directement dans ma boîte YouTube, je préférais qu'il crée son truc à côté et que si jamais demain je veux arrêter YouTube, il se retrouve pas au chômage. Et c'est pareil pour Soundblock en fait, où moi j'avais des besoins en termes de production sur Minecraft, c'est-à-dire préparer des maps, des trucs, des machins pour des vidéos. Et ce que je me disais, c'est plutôt que de recruter des gens en interne qui feraient mes trucs, et si jamais demain je veux plus faire de Minecraft ou je me retrouve coincé avec des gens et les gens du coup ils se retrouvent en difficulté, je voulais faire une espèce de spin-off où moi-même je serais client, mais où je pourrais faire payer d'autres créateurs pour faire des projets sur Minecraft, où je pourrais faire payer aussi des marques. Parce que voilà, il y a des marques qui ont des besoins en termes de promotion, qui veulent faire des choses un petit peu originales, qui ont besoin par exemple d'une map Minecraft pour mettre en avant telle ou telle chose. Et petit à petit, ça a évolué, ça a pivoté parce qu'en fait, pour le coup, Microsoft, qui possède Minecraft aujourd'hui, a quand même pas mal resserré les règles sur ce qui est possible de faire ou pas avec le jeu. Et la promotion de produits via Minecraft, c'est plus compliqué. Donc là, on a pivoté vers d'autres jeux, Roblox, Fortnite, etc., où on fait en gros de la promotion pour des marques. C'est-à-dire des marques qui viennent nous voir et qui nous disent, écoutez, moi j'ai tel besoin en communication sur Fortnite. J'aimerais bien avoir une map Fortnite pour mettre en avant mon appli ou mon produit. Et du coup, nous, on s'occupe de la production de ça, quoi. Et à côté aussi, on fait... là, ça rentre un peu dans le dans un tunnel Minecraft, mais en gros, il y a une version de Minecraft où tu peux acheter du contenu, un petit peu comme des achats in-app. Et du coup, on fait aussi du contenu pour cette version de Minecraft. Donc Soundblock, c'est une boîte qui fait combien actuellement? Soundblock, j'avoue, j'ai pas les chiffres, mais cette année, je pense qu'elle va faire peut-être 300 000 € de CA. Ok. Ce qui est pas mal, et surtout là, on a des gros contrats, là on commence à avoir des contrats vraiment intéressants qui sont pas encore signés, qui sont dans les tuyaux. Donc s'il y en a ne serait-ce que la moitié qui signe, on serait très content. Mais ouais, on a mis du temps, hein, c'est une activité qui a mis du temps à se démarrer, donc voilà. Mais sur 2026, je suis assez confiant là-dessus, donc c'est quand même assez cool. C'est pas mal quand même, 300 000 € de CA. Je te dis peut-être une connerie, j'avoue, j'ai pas le truc, mais quand je mets bout à bout tous les trucs, ça doit être autour de ça. Mais c'est pas mal, ouais. Surtout que c'est contrairement à Block Media qui a des chiffres qui sont beaucoup plus gros. Mais Block Media, c'est le volume d'affaires, donc en fait, en réalité, tu veux avoir le vrai CA, tu dois diviser par 5, quoi. Creator Lab, du coup, c'est une boîte qui fait quoi? Pareil, dans la même réflexion, moi j'ai un shop depuis 5 ans, sur lequel à la base je vendais des peluches, c'était des personnages de mes vidéos, et j'ai jamais trop réussi à gérer correctement la boutique, parce que je m'y connais pas assez en e-commerce, je m'y connais pas assez là-dedans, et ça prend du temps mine de rien, hein, c'est quand même assez intensif, et du coup je voulais recruter une personne pour m'aider là-dessus. Mais plutôt que de la recruter en interne ou en plus sur un seul shop, je ne sais pas si j'aurais réussi à la rentabiliser. L'idée, c'est d'avoir une boîte qui gère les shops d'autres créateurs. Et moi, je serais pareil client de cette boîte. Donc là, je crois on a une trentaine de créateurs qui bossent avec nous. Pas mal de petits, il y en a des moyens. Là, on est en train d'en discuter avec des gros. Là, pour le coup, cette activité-là, elle existe depuis janvier. Donc tranquillement, on prend notre temps, et là pour le coup, je pourrais pas te donner de CA, mais c'est quand même assez encourageant aussi. Donc, Si je résume, en fait, à chaque fois que tu avais un problème, tu as essayé de créer une brique et de mettre quelqu'un à la tête de cette brique-là, C'est ça, et ouais. que cette brique puisse se développer indépendamment de ton contenu, parce que peut-être un jour, tu auras envie d'arrêter de faire du contenu. Ouais, c'est ça, ou même un jour, tu vois, dans le cas de Minecraft, si je veux arrêter Minecraft, ce qui a failli être le cas, enfin, c'est pas vraiment que ça a failli être le cas, mais du coup, j'ai quand même pas mal limité mon exposition à Minecraft quand je suis passé à l'IRL. Du coup, j'étais content. Alors, j'ai une personne en interne qui fait de la production Minecraft et elle a quand même suffisamment de travail, mais voilà, c'est plutôt que d'avoir 10 personnes et tout et d'être un peu dans la merde, là, pour le coup, c'est quand même plus confort. Et ça permet aussi de diversifier un petit peu les clients, diversifier les activités. Et même au-delà de ça, même si je pense qu'en fait, la vérité, c'est que ces trucs-là, si j'avais mis ce que j'ai investi dedans dans le SP500, je pense que j'aurais gagné autant, voire même plus. Mais tu as un peu le kiff de créer un petit peu ton petit empire avec les machins, les trucs. C'est un peu kiffant. Puis après, tu bosses avec des gens que t'aimes bien. Donc, c'est un peu satisfaisant, en fait, de faire ça, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi qu'en investissement, il faut pas pondérer zéro le facteur plaisir, quoi. C'est-à-dire qu'il faut Ouais, c'est ça, ouais.
Enfin, tu vois, si tu investis dans un truc où tu crées des emplois autour de toi, tu fais quelque chose qui a du sens, Ouais, non, voilà, c'est même c'est si c'est hyper financièrement cool, ouais. ça rapporte un peu moins, c'est intéressant, quoi. Aujourd'hui, j'allais te demander comment tu hiérarchises les choses. Est-ce que tu le vois plus comme un créateur de contenu ou un entrepreneur? Je suis un peu une girouette, en fait, je suis un moment, je suis plus en mode entrepreneur, un moment, je suis un peu plus en mode artiste, entre guillemets, entre gros guillemets, mais là, aujourd'hui, je pense, le mood dans lequel je suis en ce moment, c'est plus entrepreneur parce que là, en plus, je suis en plein dans plein de chantiers en parallèle, surtout la fusion, le truc, le machin, ça prend un temps, assez ouf. Mais ouais, ça dépend des périodes, en fait, ça dépend des périodes. Je te cite, dans certaines vidéos, tu dis que tu veux scale down, donc réduire la voilure. Pourquoi, en fait? Est-ce que c'est, de la fatigue? Est-ce que tu as déjà fait des burn-out ou est-ce que c'est, autre chose? Ouais, en vrai, j'ai eu ce besoin parce que, bah, notamment à cause de toute cette histoire de MrBeastification qui m'a un peu pété la tête parce qu'en fait, au moment où vraiment je faisais le plus de vues, où vraiment ça marchait le mieux sur la partie vraiment purement YouTube, à un moment, je sais pas, j'ai une espèce de réalisation de me dire: «Mais à quoi bon?» Parce que, tu vois, j'optimisais tout, chaque seconde, machin, l'intro, tout ta ta ta, mettre du texte, et en fait, la vidéo, certes, elle perf bien, tu vois? Mais, ça perd toute la substance du truc que moi j'aimais bien sur YouTube de, être proche avec la communauté, tu parles avec le créateur, enfin ouais, j'aimais bien ce truc d'être proche du créateur et ça, je l'avais complètement perdu à un moment. Et ça m'a fait un petit peu une, remise en question du sens de ce que je fais et pendant peut-être 2 3 ans, j'étais un peu perdu, où, je manquais de motivation, c'était difficile. Puis en même temps, quand tu as l'impression d'avoir, entre guillemets «réussi», tu vois? J'étais arrivé à un stade où, tu vois, j'avais atteint tous les objectifs que je m'étais fixés sur YouTube. Du coup, je faisais des vidéos qui me ressemblaient plus trop. En même temps, j'avais pas trop d'objectifs, je savais pas où j'allais. Et du coup, ouais, la conclusion que j'en ai eue, c'était que, bah, j'avais plus envie d'essayer d'avoir une espèce d'énorme équipe, surtout pour aller jusqu'où, en fait. Parce que autant t'es MrBeast, t'as tout le marché mondial, t'as un truc, enfin, tu vois, c'est un peu excitant, tu vois, d'être MrBeast. Mais tu un créateur Minecraft en France, je sais pas jusqu'où tu peux aller. Enfin, tu vois, t'as pas la même. Enfin, tu vois, c'est un peu. T'as de l'ambition, mais t'es dans une petite flaque d'eau, tu vois. Et je me voyais pas non plus aller complètement conquérir. Enfin, tu vois, j'avais pas les épaules pour aller non plus tout remettre en question, tout remettre à zéro. Et ce que j'ai un peu fait avec en passant de Minecraft à l'IRL, tu vois, j'ai quand même complètement changé de DA. Et ça a hyper bien marché. Aujourd'hui, c'est devenu, ta plus grosse ch enfin, Ouais, le plus de vues que tu fais, c'est sur, ouais, c'est ça. l'IRL, quoi. C'est resté la plus grosse chaîne. Mais ouais, et en fait, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais bien, c'était faire mes petites vidéos et essayer de mettre un peu d'âme dans la vidéo, tu vois? C'est pas concret de dire ce truc-là, mais c'est pas faire une vidéo pour faire une vidéo, puis vas-y, tu coches ta to-do list, tu vois? C'est vraiment, tu essaies de réfléchir à comment est-ce que tu pourrais faire le truc, comment est-ce que tu pourrais faire différemment de ce que tu as fait, et cetera. Donc c'est un peu la direction que je prends là en ce moment et je kiffe bien. Et un truc aussi qui m'a beaucoup aidé, c'était la fusion parce qu'en fait, rétrospectivement, je me rends compte que, Palladium, en termes de charge mentale et de brouillard mental, c'était quand même assez fort. Et je pense que ouais, j'étais un peu à la moitié de ma capacité. Et là, depuis qu'on a acté la fusion, depuis qu'on bosse ensemble et que le truc se passe mieux côté Palladium, en fait, je me rends compte qu'en termes de motivation, là, je suis un petit peu dans un nouveau souffle et c'est cool, quoi. Alors justement, on peut en parler parce que je pense, les gens se rendent pas compte déjà, enfin, entrepreneur, c'est en général, tu travailles énormément. Créateur de contenu, je travaille énormément. Quand tu cumules les 2 et qu'en plus tu as plein de boîtes, est-ce qu'il y a des phases de ta vie où tu t'es senti, complètement cramé ou Bah ouais, je pense rétrospectivement, et sur le coup, je m'en ai pas forcément compte, mais les 2 3 dernières années, là, jusqu'à avril, je pense que j'étais un peu cramé et j'étais un peu éteint, tu vois? Je faisais les trucs parce que j'avais des obligations, mais c'était dur, quoi. C'était dur, de me motiver. Des fois, il y a des jours, j'arrivais au bureau et j'arrivais à rien faire, tu vois? Donc c'était un peu galère. Et après, sinon, j'ai fait aussi un burn-out en 2019 où vraiment, genre là, enfin, un burn-out. En fait, je sais pas parce que du coup, j'ai réussi à reprendre au bout d'une semaine, tu vois? Mais vraiment, pendant une semaine, je pouvais pas sortir du lit et tout. J'arrivais à rien faire, quoi. Donc c'était un mini burn-out, on va dire. Mais ouais, du coup, est-ce que, je sais pas, les gens autour de toi sont inquiets ou pas? Ou genre, je sais pas, ta copine, tes proches, ta famille et tout ça, est-ce que ils se disent: «Ah mais t'as l'air tout le temps, fatigué» ou quoi? Ou et c'est un truc qui t'inquiète ou ça va? un peu, mais en fait, oui, en fait, c'est pas tant que j'ai l'air fatigué, mais je suis un peu éteint, tu vois? En mode,
il y a pas les trucs, t'as pas envie de faire grand chose, tu vois. En fait, moi, l'indicateur de est-ce que je vais bien ou pas, c'est est-ce que j'ai envie de faire des trucs, de travailler, d'avancer sur tel projet, etc. Et ça, quand je l'ai pas, je sais je sais qu'il y a un truc qui va pas et que ouais, qu'il faut régler quelque chose, quoi. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ça va mieux. Tu dis Ouais. que voilà, ça t'a quand même bien sorti une épine du pied depuis que tu as restructuré un peu tout ça, notamment, et que tu plus la charge mentale de gérer tout Palladium solo, enfin en tout cas de le piloter solo. Tu dis dans une vidéo que tu te cherches. Tu cherches quoi aujourd'hui et ça serait quoi un peu l'équilibre idéal pour toi? Bah, là, pour le coup, moi, là, depuis la rentrée, là, je suis vraiment super bien. C'est-à-dire que, bah, il y a du taf, il y a plein de trucs à faire, voilà. Mais, il y a quand même un peu plus de sens, tu vois? Dans le sens où les vidéos que je fais, je pense que l'équilibre parfait, c'est que les vidéos que je fais aient un sens, tu vois? Sans rentrer dans un truc où la vidéo doit être incroyable et doit, changer le monde. Mais moi, en tout cas, si la vidéo que j'ai fait, j'en suis fier, j'ai l'impression d'avoir fait un truc original, un truc cool et les retours sont bons. En fait, je me rends compte, c'est ça le truc que j'aime vraiment le plus faire. Et après, tout le reste à côté, c'est un peu des trucs, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Toutes les boîtes à côté, les activités. Mais moi, j'aime bien lancer les trucs et avoir le projet là sur le côté. Mais en fait, je préfère me concentrer sur mes vidéos et avoir des gens à côté qui ont la majorité des activités annexes et qui se concentrent dessus. Et ça crée une espèce de synergie. Et Ok. c'est ça que j'aime bien, quoi. Donc tu as rechangé pendant l'interview. En fait, là, tu te vois plus comme un créateur et moins comme un. Putain, ouais. J'avoue là, petit manque de cohérence. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Ça, mais je comprends très bien. Je pense que tout créateur a ça, un peu des moments où. Parce que je pense que, enfin, je sais pas comment tu le vois, mais le côté entrepreneur, c'est aussi une manière de te dérisquer, quoi. C'est aussi le fait de te dire, bah, voilà, peut-être que demain, aujourd'hui, ça marche bien mes vidéos, je fais des vues, les gens m'aiment bien. Peut-être que demain, je serai passé de mode, ou que je serai épuisé, ou que j'aurai envie de faire autre chose. Les business, c'est des trucs qui vont continuer et qui sont pas tributaires du nombre de vues que je vais faire, même si c'est un peu impacté, bien sûr, mais ah tu ouais, vois. non, pour le coup, moi là, aujourd'hui, il y a pas grand-chose qui est complètement indépendant de moi, tu vois? Le serveur Minecraft, c'est complètement indépendant de moi. Block Media, c'est, on va dire, à un tiers indépendant de moi. Je pense que je dois être, un tiers du CA. Soundblock, c'est assez indépendant, mais c'est encore assez jeune et tout est réinvesti pour l'instant. Et Creator Lab, pareil, c'est vachement dépendant. Donc j'ai pas atteint ce truc où je me dis: «Ah c'est bon, voilà, je suis sorti d'affaires». En tout cas sur les business que j'ai fait à côté. Après, j'ai investi un peu dans l'immobilier, dans des trucs à droite à gauche, donc c'est pour moi, le dérisquage, je sais pas si ça se dit, mais se fait plus sur cette partie-là, sur, on va dire, investissement plus traditionnel. Et, euh, et moi, je verrais limite l'entrepreneuriat que je fais à côté plus comme un risque, tu vois, parce que là, j'ai quand même mis une bonne partie de ce que j'avais pour acheter ma part de NG. Pour moi, c'est un peu un moyen de remettre une pièce dans la machine et de dire, bon, bah écoute, en plus, là, tu vois, il y a de l'enjeu, donc ça m'évitera d'être en mode, ah, je sais pas si je veux. Enfin, tu vois, au moins, t'es all-in, quoi. T'as déjà eu envie d'arrêter YouTube? Ouais, plein de fois, ouais. Mais, c'est des trucs qui savent, tu vois, c'est une après-midi, t'es en mode, t'as une mauvaise nouvelle, t'es en mode, oh putain, à quoi bon, putain, est-ce que ce serait pas plus simple de faire un truc, tu vois, ou en tout cas, au moins vraiment scale down à fond, tu vas se dire, vas-y, je fais une vidéo par semaine, je m'embête pas avec tous ces coûts fixes, etc. Mais généralement, ça tient, enfin, c'est une demi-journée, quoi. C'est quoi les mauvaises nouvelles? C'est genre, t'as énormément investi dans une vidéo, elle fait pas les vues espérées, c'est. Ouais, bah les 10 sur 10, hein, de toute façon, déjà. En fait, un 10 sur 10 maintenant, quand j'ai commencé YouTube, alors pour ceux qui ne connaissent Ouais, pas, explique, ouais, le 10 voilà. sur 10, ouais. C'est quand tu postes une vidéo sur YouTube, YouTube te dit comment est-ce que ta vidéo a performé par rapport aux autres vidéos que tu as postées. Donc si tu as un 1 sur 10, c'est que c'est la meilleure vidéo, Aux la 10 meilleure dernières, perf, ouais. voilà, la meilleure perf des 10 dernières vidéos. Un 10 sur 10, c'est la pire perf. Au début, quand j'avais un 10 sur 10, j'étais en PLS, voilà. Là, maintenant, j'arrive à supporter, on va dire, 2 10 sur 10 de suite. Mais au bout du troisième, ou enfin, tu vois, dans le bas du classement, là, je commence vraiment à me dire, putain, c'est horrible, horrible comme sensation. Après, les mauvaises nouvelles, ça peut être aussi, bah, la vidéo, elle doit sortir telle date, etc. Le monteur a pas fini, putain, fait chier, voilà. Euh, Ça peut être même des mauvaises nouvelles qui ont rien à voir avec YouTube, mais qui ont à voir avec les trucs annexes. Une OP qui est annulée, un appel d'offres qu'on n'a pas eu sur une OP, des trucs comme ça, quoi. Aujourd'hui, tu as 27 ans, tu dis que tu as commencé en fait, à bosser dès 12 ans, en fait. Dès 12 ans, dès 13 ans, à commencer à avoir Ouais. tes premiers revenus AdSense sur des sites internet. Euh, Est-ce que tu as quand même l'impression d'avoir profité de ton adolescence, d'avoir eu cette période quand même d'insouciance à laquelle tout le monde devrait avoir le droit, quoi, ou pas?
En vrai, je pense un petit peu. J'ai pas eu à 100%, mais je regrette pas tellement. C'est-à-dire que j'ai quand même fait beaucoup de trucs à côté. Là aussi, le fait de faire des vidéos IRL, c'est un peu un moyen de faire autre chose que d'être devant le PC. Tu vois, en vrai, mine de rien, avec les vidéos, je voyage pas mal. Tu vois, là, ces dernières années, j'ai vécu 1 an aux Pays-Bas, 1 an au Canada, tu vois, donc j'ai quand même fait des trucs. Après, tu vois, à la limite, le truc que j'ai pas fait, c'est le délire des soirées étudiantes, machin, etc. Mais est-ce que vraiment je regrette? Bon, tu vois, c'est marrant, tu vois, j'ai dû en faire une ou deux, tu vois, des trucs comme ça, mais même c'est pas tellement mon délire, tu vois. Donc j'ai pas l'impression d'être spécialement passé à côté. Donc non, en vrai, franchement, pas de regret. C'est quoi la qualité qui t'a le plus servi dans ta réussite? La consistance. En vrai, le fait de faire une vidéo par jour, en vrai, ça m'a servi dans ma carrière, entre guillemets, et ça m'a servi aussi à me forger une personnalité, dans le sens où, enfin, une confiance en moi, dans le sens, je suis capable de savoir travailler, tu vois. En fait, je pense que, surtout que moi, j'étais pas un élève enfin, tu vois, tu vois, j'étais un bon élève, mais je faisais pas grand-chose, tu vois. Genre, j'étais OK, je cherchais pas beaucoup plus. Et la première fois où j'ai vraiment travaillé de ma vie et où j'ai vraiment essayé tu vois, tu vois, j'ai mis ma vie dans un truc, c'est YouTube. Et ça, d'un point de vue confiance en soi, je trouve c'est bien parce que tu vois, tu te dis pas, ah ben ça, je sais pas si je peux le faire et tout. Tu te dis, bon, bah vas-y, en vrai, je vais m'engager dans ce truc-là, je vais me donner à fond. Et puis si ça marche pas, au moins je sais que j'aurais essayé et je sais que j'aurais donné tout ce que je peux donner, quoi. Si tu devais recommencer, aujourd'hui, je sais pas, que tu avais 16 ans et que tu devais tout recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ça veut rien à dire, c'est bateau, mais je ferais rien différemment, hein, mais non, franchement, Te structurer un peu mieux, non? Ou avec ouais, si, peut-être structurer un peu mieux Palladium, c'est le gros problème. Sur YouTube, je pense que je regrette pas parce que ça m'a aussi appris pas mal de trucs et ça a pas été trop douloureux, le fait d'avoir perdu un peu d'argent, d'avoir manqué de structure. Palladium, ouais, peut-être Palladium, en fait, il y avait un moment de bifurcation où j'aurais vraiment, vraiment, si j'avais bien pris les rênes, bien structuré à ce moment-là, où vraiment Palladium aurait été super bien. Et j'ai un peu laissé tomber ce truc-là, et c'est ça qui m'a. En fait, c'est ce moment, je vois, c'est un moment en 2023, je crois, où vraiment on avait fait meilleur CA qu'on n'avait jamais fait sur Pala. Euh, on avait quand même un début de structure, mais en fait, à ce moment-là, j'ai un peu lâché l'éponge, trop délégué, etc. Et j'aurais peut-être pas dû. Est-ce que tu voudrais, il y a une trace en particulier que tu voudrais laisser dans l'univers YouTube entrepreneurial? C'est quoi le plus important pour toi? C'est de divertir les gens? C'est d'inspirer d'autres personnes à entreprendre, à créer des choses? C'est quoi que tu voudrais laisser derrière toi? Moi, j'aimerais bien laisser l'image que j'ai de certains créateurs qui m'ont accompagné pendant des années. Tu vois, il y a des créateurs que je regardais assidûment tous les jours et qui ont un impact sur qui je suis aujourd'hui. Et j'aimerais bien que, tu vois, il y a des gens dans 10 ans, ils se disent ah putain, Fuse, ah ouais, non, vraiment, Tu vois, genre, garder un. Même si c'est minuscule, hein, mais garder un petit impact sur les gens qui ont regardé mes vidéos en positif. Mais ouais. Et n'importe qui, pas forcément des créateurs, pas forcément inspirer, générer des vocations dans la création de contenu. Non, pas forcément. Après, si je peux, tant mieux, hein, c'est cool. S'il y a des créateurs qui disent un jour ah, moi j'ai commencé grâce à Fuse et tout, c'est un honneur, tu vois. Mais moi, en tout cas, je sais que YouTube, ça a été un peu mon meilleur ami pendant des années et des années, tu vois, où je regarde beaucoup de YouTube, beaucoup de créateurs, et ce truc de relation parasociale qui peut avoir ses mauvais côtés. Bah moi, je sais que tu vois, des fois, il y a des jours où ça va pas, machin, etc. Tu regardes une vidéo d'un créateur que t'aimes bien, et ça te. Tu sais, t'as ce petit truc de ah putain, ça fait plaisir, tu vois, ça réconforte. Et ouais, j'espère qu'il y a des gens qui ont ce même effet avec mon contenu, ça serait cool. De redonner la pêche aux gens, quoi. Bah, j'espère en tout cas. Alors, je sais pas si tu sais, enfin, tu le sais certainement, mais la nouvelle génération, je crois que la majorité veut devenir créateur de contenu. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Est-ce que déjà, tu peux nous dire quelle est la plus grande illusion sur le métier de créateur de contenu? En tout cas, sur YouTube, après, je ne connais pas les autres réseaux, mais sur YouTube, beaucoup de taf et surtout peu de. Enfin, j'ai l'impression, peu importe où t'en es sur YouTube, enfin, je sais pas, j'ai pas atteint tous les stades de YouTube, mais t'as jamais l'impression, en tout cas, je sais pas, c'est peut-être aussi ma façon d'être, mais t'as jamais l'impression d'être safe, en fait. C'est-à-dire, il y a aucun moment dans ma carrière de YouTube où je me suis dit, c'est bon, là, je suis safe, c'est bon, j'ai ma place est là, je vais pouvoir continuer. Enfin, en fait, j'ai jamais été serein sur YouTube. J'ai toujours vu ça
comme un sprint parce que j'étais en mode putain, ça va s'arrêter bientôt, donc il faut tout donner, tout donner. Et Tu remets ta couronne en jeu à chaque vidéo, quoi, t'as l'impression. ouais, bah, je sais pas si c'est la couronne, mais en tout cas, je remets mon statut enfin, ma carrière, c'est pas ma carrière, mais la suite de ma carrière. Tu vois, le fait de Ouais. pouvoir continuer d'en vivre, continuer de pouvoir faire des projets, etc. J'ai jamais l'impression d'être ok, ça y est, c'est garanti. Enfin, pour moi, il y a toujours du risque. Il y a toujours, il y a rien n'est garanti en acquis, fait. ouais, Ouais, ouais. voilà. C'est-à-dire que faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut toujours remettre en question. Tu vois ce truc de ah, les vidéos marchent moins, mais c'est l'algorithme, machin, etc. J'aime pas cette mentalité de se dire ah, mais c'est l'algorithme, machin, il fait de la merde. Euh, voilà, c'est toujours ma faute Ouais. si ça se passe pas bien et c'est fatigant ça, c'est fatigant. Mais je pense que c'est quelque chose qui est pas agréable, mais qui est utile. Ok, donc énormément de travail, beaucoup plus que ce que les gens pensent peut-être de l'extérieur, et t'es sans cesse re-challengé. Ouais, c'est ça. Mais moi, à la base, en fait, la vérité, c'est qu'à la base, moi, au moment où justement j'ai vu la vidéo d'Hyper qui était à plein temps sur YouTube, c'était ma période où j'étais à fond sur League of Legends, etc. Et je me disais, putain, ça va être trop cool d'être YouTubeur parce que bah, tu fais ta petite vidéo et après tu peux jouer à l'ordi toute la journée, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est parti un peu d'un truc de flemmard, tu vois, de ah putain, YouTube, ça va être bien et tout, ça va être chill. Ah, en fait, bah, j'ai jamais autant bossé de ma vie que depuis que je fais des vidéos sérieusement. Mais après aussi, c'est quand même une bonne expérience, tu vois. C'est travailler pour soi, faire son propre truc. Enfin, tu vois, j'échangerais pas, tu vois. Même si. C'est vrai que c'est marrant, ça, ce que tu dis, que genre, c'est une volonté un peu de flemmard d'avoir évité Ouais. le job d'ingénieur informatique et tout ça, alors que le Julien ingénieur en informatique Ouais. l'aurait probablement beaucoup moins bossé que toi. Ouais, mais tu vois après. Enfin, moi, je pense que si tu bosses, mais que tu fais ce que t'aimes, t'es quand même épanoui, tu vois. Là où si tu fais un truc que t'aimes pas, même pendant 3 fois moins de temps, bah, peut-être tu. Enfin, ça paraît être une évidence aussi dit comme ça, mais. Complètement aligné avec toi. Ça serait quoi le conseil que tu auras envie de donner à celui ou celle qui nous écoute et qui aimerait bien avoir un peu la même vie que toi? Alors le conseil, c'est, partir dans une direction, et constamment essayer de s'améliorer. En fait, en gros, moi, le conseil que je donne à chaque fois aux gens qui veulent faire des vidéos sur YouTube, c'est faire des bonnes vidéos régulièrement et pas s'arrêter. Donc c'est très simple, en fait, c'est 3 ingrédients hyper simples, mais faire des bonnes vidéos, bah, ça implique énormément de choses. Ça implique de se remettre constamment en question, de prendre en compte les retours, mais pas trop les prendre en compte, de voir ce qui se fait ailleurs, d'essayer de s'en inspirer, de faire un peu sa tambouille, etc. Régulièrement, c'est un challenge aussi, parce que bah, forcément, si tu veux faire une bonne vidéo, bah, ça va te prendre du temps, mais tu as aussi l'algorithme, et peut-être que le régulièrement est moins important dans le YouTube d'aujourd'hui que moi quand j'ai commencé. Et ne pas s'arrêter, c'est hyper dur aussi, parce qu'en fait, quand tu commences YouTube, que tu as fait peut-être, je sais pas, 100 vidéos et que le truc décolle pas, le fait de continuer, c'est quand même brutal, tu vois. En fait, c'est quand tu as la fin de l'histoire, tu te dis c'est facile, bah t'as juste à continuer. Mais en fait, quand t'as l'inconnu devant toi et tu sais pas si ça va marcher, Ouais. le fait de continuer, c'est chaud. C'est vrai que c'est le point commun de tous ceux qui ont réussi, c'est qu'ils ont tous continué, quoi. Bah ouais, sinon ils seraient pas là. Et bah écoute, Fuse, merci beaucoup. Bah merci à toi. Voilà, on était sur Métier de rêve toutes les semaines, le samedi matin. Donc, on interview un entrepreneur, un créateur de contenu ou quelqu'un qui a un parcours de vie assez particulier. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à liker.